Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Je vous propose que nous commencions. Madame la ministre, monsieur le ministre, messieurs les députés et sénateurs, mesdames, messieurs les présidents, chers auditeurs de cette séance de nos conférences du Conseil d'État consacrées au sport et à la santé, j'ai le plaisir et l'honneur d'animer cette présentation et cette conférence ce soir. Et donc, je voudrais d'abord saluer, évidemment, ceux qui sont dans la salle d'Assemblée générale, mais également les auditeurs qui sont dans les deux salles d'à côté, puisque le succès de cette rencontre a pour conséquence que nous ne pouvons pas tous être dans le même lieu. C'est dommage, mais la configuration du Palais Royal ne permet pas de réunir plus de 200 personnes dans la même salle. Donc que tous, en tout cas, soient les bienvenus au sein du Palais Royal. Alors, nous allons aborder cette nouvelle séquence des conférences consacrées au sport dans le cadre de la réflexion du Conseil d'État sur le sport, qui est l'objet de ces réflexions cette année. Et cette conférence, ce soir, me donne le privilège de présenter 3 invités de prestige, puisqu'ils sont 3 autour de moi et que l'on peut compter 2 médecins, 2 ministres et 2 champions du monde, ce qui est évidemment tout à fait exceptionnel sur un effectif aussi réduit. Alors, nous aurons d'abord une intervention de Valérie Fourneron, qui est médecin, ancienne ministre des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation physique et de la vie associative en 2012, présidente de l'International Testing Agency et du comité santé de l'Agence mondiale antidopage, et qui ouvrira la présentation de cette soirée. Ensuite, Alain Calmat, qui est à ma gauche, chirurgien, ancien ministre délégué à la jeunesse et au sport, champion d'Europe et du monde de patinage artistique, médaille d'argent aux Jeux olympiques d'Innsbruck. Et puis, président de la commission médicale du comité national olympique et sportif français, qui poursuivra dans la présentation des thèmes qui sont évoqués ce soir. Et enfin, Stéphane Diagana, qui est cofondateur du projet Campus et du programme de recherche As du Cœur, qui est double champion du monde d'athlétisme et champion d'Europe, et qui pourra nous présenter notamment les aspects de ce programme de recherche extrêmement important qu'il a initié. Alors, je ne vais pas faire une introduction particulièrement longue. Je voudrais simplement resituer quelques éléments qui font l'objet de débats depuis notamment une vingtaine d'années, puisque la question a trouvé une actualité de plus en plus nourrie depuis les années 2000. Alors, on va aujourd'hui parcourir un champ qui peut se situer dans un historique. Si vous reprenez le dossier qui a été produit par le Conseil d'État et la section du rapport et des études sous l'autorité de Martine de Boisdèvre, sa présidente, et de François Senner, son président adjoint, vous verrez un historique extrêmement complet, extrêmement, je crois, intéressant et problématique autour de ces questions. Donc nous allons osciller entre le No Sports, ou plutôt le Low Sports attribué à Churchill, et le Plan national sport-santé de 2012, entre Hippocrate et Pierre de Coubertin ou Léo Lagrange. Donc un retour sur le passé et en essayant de voir toutes les questions d'actualité qui se posent. Il est d'ailleurs intéressant de noter que le secrétariat d'État à l'organisation des loisirs et des sports a été rattaché en 1936 au ministère de la Santé publique, et que cette configuration s'est retrouvée en 2007 avec le ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports de Roselyne Bachelot, qui nous a fait l'honneur d'intervenir lors de la première conférence consacrée à cette question. Alors, les questions qui vont se poser sont celles du partage entre l'éducation physique, l'activité physique et le sport proprement parlé, les conséquences qui sont tirées des évolutions au niveau international, notamment depuis les interventions de l'Organisation mondiale de la santé dans les années 2000 autour de la prescription de l'activité physique, et puis évidemment la loi de 2016 que chacun résume, en tout cas sous la formule du sport sur ordonnance, en tout cas d'une prescription qui peut être dans un cadre très médicalisé. Et aujourd'hui, ces évolutions conduisent au sport connecté, à un certain nombre de développements très, très variés qui mettent en avant la nécessité de cette activité physique ou de cette activité sportive ou de cette activité sportive. Alors, dans le même temps, les questions bien connues évidemment autour du sport et santé sont les questions du dopage sportif, de l'expansion de cette problématique à d'autres sphères de
de la société que les cercles sportifs. Et d'une certaine manière, le sport est parfois analysé, en tout cas sur le champ de la santé, comme étant potentiellement le précurseur d'une médecine de la performance avec de très sombres perspectives. Enfin, je crois que derrière toutes les questions que nous nous poserons ce soir, il y a une réflexion sur la place, l'importance de l'éducation à la santé d'une manière générale, mais je dirais plus singulièrement dans un pays comme la France, dont le système de santé, pendant 2 siècles, s'est construit autour du soin, autour du curatif, autour de la thérapeutique, et dans lequel la prévention et l'éducation à la santé ont sans doute beaucoup de progrès à faire. Et c'est autour de ces questions que nous allons essayer d'organiser ces débats. Alors je donne tout d'abord la parole à Valérie Fournéron pour une intervention un petit peu de présentation des enjeux généraux de cette question. Madame la ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la section sociale, notre modérateur aujourd'hui de cette conférence. Merci à vous, Madame la Présidente, et à l'ensemble du Conseil d'État d'avoir choisi cette année ce thème du sport et donc de nous permettre d'avoir cette dernière conférence, j'ai bien compris, dans votre cycle, autour donc du sport santé aujourd'hui. Donc, j'ai beaucoup de plaisir aussi à retrouver Stéphane Diagana et Alain Calmat dans un lieu aussi prestigieux que je dois avouer, j'ai découvert en rentrant ici. Comme vous l'avez rappelé dans effectivement le document de présentation de la conférence, qui est fort bien documenté et qui nous a fait revenir à Hippocrate et ses traités sur les bienfaits de la gymnastique. Et il parlait d'ailleurs déjà de ses bienfaits, y compris thérapeutiques. Et malheureusement, malgré cette antériorité et cette longévité, on est toujours et on est de plus en plus dans un contexte où la sédentarité gagne du terrain dans notre pays, dans le monde, et nous pourrions passer toute la conférence finalement à aligner les chiffres sur la sédentarité, sur les données scientifiques que l'on a. Les plus significatifs, bien sûr, on va prendre celui de l'Organisation mondiale de la santé, qui dit que l'insuffisance d'activité physique est la première cause de mortalité par maladie non transmissible dans le monde, que c'est aujourd'hui 5,5 millions de décès par an, que c'est 10% des décès en Europe, et que ce sont 50 000 décès en France tous les ans. Juste, je prends une comparaison qui est significative dans l'ensemble des enjeux que nous portons collectivement. 50 000 décès par an en France liés à la sédentarité, 3 500 décès sur la route tous les ans en France. Et donc, on a des plans qui sont extrêmement, et heureusement, extrêmement importants sur nos sujets de sécurité routière. Est-ce que nous mettons la même stratégie et les mêmes moyens sur des enjeux qui sont celui finalement de la sédentarité? Selon les dernières études de l'INSERM, de la Caisse nationale, les études Esteban aussi sur les jeunes, on a aujourd'hui un Français sur 2 entre 30 et 60 ans qui est en situation de surpoids ou obèse et 18% des adolescents, donc de moins de 18 ans. Là, juste un autre élément, le seul coût de l'obésité a été chiffré à 3 milliards d'euros par an dans nos politiques économiques. Et on a vu combien, c'est l'INCa qui a montré l'explosion des temps. Et je pense que tout le monde peut s'interroger sur ses pratiques personnelles. Ces temps d'écran, aujourd'hui, un quart des enfants de 3 à 10 ans, la moitié des adolescents de 11 à 14 et les 2 tiers des adolescents de 15 à 18 ans, plus de 80% des adultes passent plus de 3 heures par jour devant un écran. Et donc, et la Fédération française de cardiologie vous a rappelé que vous avez accueilli le professeur François Carré, la perte des collégiens, je crois que sa référence est souvent le 800 mètres et la minute de plus qui, en 40 ans, nos collégiens ont perdu. Mais cette réalité est effectivement celle que l'on pourrait décliner de façon très longue ce soir. Donc, si la maladie est connue, le remède, parler comme nos grands-mères, l'est tout autant. C'est l'activité physique.
Et effectivement, l'OMS nous a rappelé que 150 minutes d'activité par semaine régulière permettaient d'économiser effectivement 5 milliards d'euros par an, et que plus récemment, on a vu se multiplier, d'abord sur le plan international, des études sur la place de l'activité physique dans les parcours de soins. Donc, sédentarité, oui, mais aussi place de l'activité physique en termes thérapeutiques. Ces études, qui ont été confortées il y a quelques semaines par une expertise collective de l'INSERM, sont particulièrement documentées pour les maladies dites à 100%, pour les maladies chroniques, sont particulièrement documentées sur les maladies cardiovasculaires, sur le diabète de type 2, sur les cancers. Aujourd'hui, elles sont également extrêmement bien documentées sur les pathologies psychiatriques. Et donc, on a, en plus d'une connaissance que nous partageons autour de la lutte pour un vieillissement en bonne santé, donc avoir des facteurs de morbidité qui diminuent grâce à l'activité physique, on a en plus, c'est-à-dire un élément qui, sur le plan scientifique, a été particulièrement bien documenté depuis de nombreuses années. On a également documenté la place, par exemple, dans un certain nombre de prises en charge de maladies. Si je prends l'exemple du cancer du sein de la femme, dont il faut rappeler que c'est le plus fréquent, le plus meurtrier, 59 000 cas par an nouveaux, 12 000 décès par an. On a non seulement documenté scientifiquement la réduction des récidives, l'amélioration de la durée de vie, mais aussi la diminution de la fatigabilité, de la qualité de vie, de la reprise du travail, etc., etc. Donc, on est dans un contexte où, finalement, depuis des années, on cumule des données scientifiques. Mais on cumule aussi un certain nombre de plans nationaux, nutrition, santé, cancer, obésité, santé, environnement, sport, santé, bien-être. Et malheureusement, comme le rappelait la Haute Autorité de Santé en 2011, on a fait encore très peu de place aux thérapeutiques non médicamenteuses dans nos parcours de soins et dans notre environnement collectif. C'est, pour ça, comme médecin, comme passionné de sport, pour avoir suivi effectivement à la fois des sportifs loisirs, des sportifs professionnels, avoir effectivement toujours prôné l'éthique dans le sport et le sport outil de santé publique, que quand on se retrouve à avoir des responsabilités, on se dit qu'on pourrait être un peu utile à la cause. Donc c'est dans ce cadre que dès octobre 2012, donc un gouvernement avant l'été 2012, souhaitait faire une communication en Conseil des ministres. Alors pour ceux qui ont l'habitude dans cette enceinte, les inscriptions en communication au Conseil des ministres, c'est assez long, il faut un peu se battre. Et une communication d'un ministère de la Santé avec un ministère des Sports, une communication commune entre les deux ministères, il vaut mieux, c'est un peu une joke, mais il vaut mieux que le ministre des Sports soit médecin pour passer quelques portes et faire une communication commune. Et donc, nous avons, en octobre 2012, tracé une feuille de route. Et cette communication commune s'appelait « La pratique des activités physiques et sportives, facteur de santé publique ». Dans ce cadre-là, il y avait un certain nombre de volets, donc sur le développement des pratiques, à l'école, dans l'entreprise, développer l'offre, etc., etc. Et il y avait donc la place pour avancer sur le sport outil de santé publique. Ce qui s'est passé entre 2012 et 2016, quand on a pu, dans la loi santé de janvier 2016, inscrire enfin cet article qui dit que les médecins peuvent prescrire de l'activité physique aux patients atteints d'une affection de longue durée,
pour être très clair, et un parlementaire qui sont là dans la salle s'en souviennent bien, si on avait essayé d'ouvrir l'ensemble de l'article à toute l'activité physique, prévention primaire, secondaire, tertiaire, je pense qu'on y sera encore. Donc, on a réduit ce champ aux affections de longue durée. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre 2012 et 2016 ? Il ne s'est pas passé rien. Il s'est passé beaucoup d'expérimentations, beaucoup d'initiatives sur les territoires. Et c'est une particularité un petit peu de cet environnement autour du sport santé, c'est que bien souvent dans nos textes, on est, comme on dit en mauvais anglais, bottom-down, et bien là on était plutôt bottom-up. C'est-à-dire qu'on a vu se multiplier des villes qui ont pris des initiatives. On a vu se multiplier des initiatives de modalités de financement. On a vu des réseaux se constituer avec des financements parfois de jeunesse et sport, parfois des ARS, parfois des caisses primaires d'assurance maladie, parfois des partenaires privés, parfois des complémentaires. On a vu, des initiatives bien sûr avec le mouvement sportif. Donc on a vu se créer toute une espèce d'environnement collectif autour finalement de l'activité physique sur notre territoire dans une politique de santé publique. Et il nous a semblé évidemment plus facile, quand il y a eu cette loi de modernisation de la santé, de se dire il faut quand même qu'on inscrive ça dans la loi. Ça n'y était pas en première lecture. Certains dans la salle, Gilles Juanico, Jean-Jacques Lozach qui sont là, se souviennent sans doute très bien des allers-retours entre les deux chambres, des votes avec des debout assis où, soi-disant, on a du mal à compter. Pourquoi ? Parce que il y a un premier élément qui me semble extrêmement culturel. C'est d'accepter que des malades, puisqu'on s'adressait à des patients à 100%, soient pris en charge par des non-soignants dans leur parcours de soins. Et ça, c'est un élément qui, on le voit, reste un frein avec des acteurs qui, pour certains, relèvent du Code de la santé, pour certains, relèvent du Code de l'enseignement supérieur et pour certains, relèvent du Code du sport. Et donc, l'ensemble de ces acteurs réunis autour d'un parcours pour accompagner finalement un malade et pour accompagner une thérapie non médicamenteuse, c'est un élément qui bouscule notre environnement collectif. Donc les débats ont été quelquefois mouvementés. Première lecture, le gouvernement était contre cet article, avec toujours la même réticence de se dire on n'a pas encore assez d'études médico-économiques. C'est souvent... Et puis, on va ouvrir la boîte de Pandore et on va rembourser l'activité physique. Et ça, on sentait que c'était cet élément qui a conduit à ce que, après que la loi soit votée, il a fallu évidemment tout un travail pour dire qui pouvait assurer cette prise en charge donc, des patients dans le cadre de leur parcours de soins, donc qui étaient formés pour le faire en fonction de telle incapacité. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ça a fait évoluer tout le monde, et à commencer par la profession médicale, qui réclame encore aujourd'hui beaucoup d'être mieux formés, de savoir où ils peuvent orienter leurs patients, d'être sûrs que là où ils orientent leurs patients, c'est-à-dire il y a de la qualité et de la compétence qui ne fait pas prendre de risques. Mais au-delà de ça, il y a eu une prise de conscience de la profession qui a été sur même leur modalité d'exercice. Je prends un exemple en cancérologie qui est très caricatural. Je reprends mon exemple du cancer du sein de la femme. Il y a très peu d'années, cancer opéré avec un gros bras après une chirurgie, on mettait au repos, il ne fallait surtout pas utiliser le bras et il fallait surtout respecter la fatigue bien légitime de la chimiothérapie, de la radiothérapie, etc., et de la maladie. Et en fait, aujourd'hui,
beaucoup de cancérologues ou d'autres ont finalement appris et on a échangé. Et au fur et à mesure, des équipes ont commencé à travailler et puis d'autres équipes ont partagé des connaissances scientifiques et on a énormément progressé sur le fait de dire ensemble, d'élever la place finalement de ce que peut avoir une activité physique, évidemment pas faite n'importe comment, évidemment adaptée, et c'est pas le traitement et le remède, je vais dire, à tous les cancers, et vous me ferez jamais dire ça, mais je veux dire, il fallait qu'on progresse ensemble sur cette culture et sur l'appréhension que pouvaient avoir certains, effectivement, de se dire que ça ne faisait pas partie des standards de notre formation initiale, ça ne fait pas partie des questions de l'internat, c'est pour ça qu'on se bat, mais maintenant il n'y a plus d'examen national classant. Et donc, il y a vraiment à inscrire dans le parcours de formation des soignants cette connaissance, et puis il y a à mettre en place l'ensemble de ce réseau de compétences qui permet à l'arrivée d'être kilo-patient. J'ajoute une dernière chose qui est un peu, pas une polémique, mais ce que j'ai aussi vécu dans le débat parlementaire, c'est un peu le fait que, effectivement, on fonctionne un peu en tuyau. Et qu'à un moment donné, pour les uns, c'était, il y a 11 millions à peu près de gens en ALD, on a un certain nombre d'éducateurs sportifs d'IAPA, qui se sont dit, ça y est, j'ai enfin une activité professionnelle. Et donc, il faut solvabiliser mon activité professionnelle. Je sais que pour le mouvement sportif, c'est évidemment tout un public extrêmement important en termes de licenciés, de pouvoir accueillir. Il s'est organisé, et Alain Calment en parlera bien mieux que moi, pour accueillir ces nouveaux licenciés. Mais ça veut dire aussi une organisation du mouvement sportif. Et donc, ça a bousculé un peu l'ensemble, finalement, des acteurs autour de cette prise en charge du patient et donc de l'évaluation de l'ensemble de cette législation qui reste inachevée. Pourquoi elle reste inachevée ? Parce que la formation est encore insuffisante des soignants, parce qu'il y a une formation au niveau des éducateurs sportifs ou des éducateurs APA, mais qu'on voit aussi se développer des tas de diplômes universitaires, on voit se développer beaucoup de formations en 2 jours, en 3 jours, en 4 jours, etc. Et que ça devient un peu, c'est bien parler de sport santé, je ne vais pas vous dire le contraire, et je me suis toujours battue pour ça, mais il y a un moment donné, il va falloir aussi qu'on fasse un effort d'encadrement des qualifications requises en fonction, des personnes que l'on a devant nous. Enfin, il y a un élément qui est évidemment majeur, qui est celui de la prise en charge financière. Et là, je crois qu'il y a un mauvais débat que l'on voit un peu ressurgir assez régulièrement quand on parle de sport sur ordonnance, c'est qu'il faut que ça soit pris en charge par la sécurité sociale. La sécurité sociale, elle prend en charge des actes cotés, faits par des soignants. Et donc, aujourd'hui, et c'est ce qui a fait peur dans le débat parlementaire, c'est finalement, est-ce que ces actes réalisés par des non-soignants, la sécurité sociale va les prendre en charge? Est-ce qu'ils vont être cotés? On ne peut pas aborder le sujet, il me semble, de cette façon-là. Il faut qu'il y ait du financement public, ce qui ne veut pas forcément dire qu'il faut qu'il y ait du financement à l'acte, avec une prise en charge par les CPAM. Donc, financement public, on l'a vu sur un certain nombre de territoires, les agences régionales de santé sur ce qu'on appelle le FIR, le CNDS sur d'autres financements, etc. Il faut qu'on innove sur la prise en charge de ces patients sur le plan financier. Alors, il y a quelques idées autour des équipes thérapeutiques régionales de territoire, il y a quelques idées, mais il faut sans aucun doute innover. D'abord parce qu'on est dans un dispositif qui est éminemment innovant dans notre organisation collective, et c'est indispensable. Et puis parce que vous avez beaucoup de complémentaires qui ont envie, ils ont fait des calculs économiques aussi comme tout le monde, elles ont tout à fait envie d'intervenir
pour accompagner cette activité physique adaptée, sauf que, par définition, elles complémentent, et donc elles ne veulent pas financer au premier euro. Et donc, il faut bien qu'il y ait un financement public pour que puisse intervenir des complémentaires, d'autant plus qu'on s'adresse à des patients à 100%, c'est un peu un cercle vicieux, donc lesquels 100%, par définition, normalement, devraient revenir à 100% à la sécurité sociale et pas aux complémentaires santé pour leur maladie. Donc, on voit bien qu'on est dans une organisation et dans un cadre où il nous faut trouver un cadre innovant de prise en charge pour pouvoir avancer. Donc, c'est encore inachevé. Les Jeux Olympiques seront sans aucun doute un élément moteur pour que l'on puisse trouver ces cadres innovants de formation, de prise en charge, et pour pouvoir inscrire beaucoup plus dans la durée cette activité physique finalement pour tous. Et avec un dernier élément sur lequel il faut qu'on soit tous, il me semble, surtout dans les débats actuels, très attentifs. Oui, il faut qu'il y ait plus de patients qui aient accès à l'activité physique dans le cadre de leur parcours de soins, dans le cadre ensuite du droit commun de l'activité physique, mais il ne faut pas créer une nouvelle inégalité sociale ou une nouvelle inégalité territoriale. Donc il faut que celui qui a sa pathologie dans la campagne ou qui a moins de possibilités financières puisse de la même façon avoir le même droit à cette activité physique dans son parcours de soins. Et je crois que c'est aussi un des enjeux que l'on doit porter dans l'ensemble de cette réflexion. Et j'espère que nous pourrons en tous les cas cheminer et qu'effectivement les Jeux Olympiques, comme l'ensemble des travaux que vous conduisez, permettront qu'on coche les dernières cases qui nous manquent encore. Merci pour cette ouverture sur l'actualité du thème. Je donne tout de suite la parole à Alain Calmat, qui, outre les qualités que j'évoquais tout à l'heure, est également responsable éditorial du dictionnaire Médico-Sport Santé et va permettre d'aller plus loin dans la réflexion sur la notion de sport santé. Mon cher Alain. Merci, monsieur. Non, ça y est. Merci, Monsieur le Président. Merci de votre invitation, Madame la Présidente. Madame la Ministre, chère Valérie, chère Stéphanie Guénard, Mesdames et Messieurs les conseillers d'État, mes chers amis et collègues, anciens collègues du Parlement, et Mesdames et Messieurs, merci beaucoup de m'avoir invité à cette conférence dédiée au sport et à la santé. Alors, vous m'avez invité au titre d'ancien ministre délégué à la jeunesse et au sport, ça commence à faire loin, enfin bon, quand même, mais également comme ancien sportif de haut niveau et surtout comme président actuel de la commission médicale du CNOSF. Mais si je ne souhaite pas développer outre mesure mon action concernant le sport et la santé lors de mon passage au gouvernement, je voudrais quand même réagir gentiment à l'intervention que j'ai suivie à la télévision de mon amie, la très chère Roselyne Bachelot, que vous aviez invitée au début de ce cycle de conférences, tout simplement pour lui répondre que dans un gouvernement, certes, la configuration ministérielle est importante, que ce soit dans son symbole ou dans sa forme. Certes, il est également important de considérer les moyens qui sont attribués. Mais je crois que ce qui compte avant tout, c'est la crédibilité, l'efficacité et l'imagination des politiques proposées par l'exécutif. N'oublions pas que Léo Lagrange, dont vous parliez tout à l'heure, Monsieur le Président, n'était que sous-secrétaire d'État en 1936 et que Maurice Herzog n'était que haut-commissaire au sport en 1960, quand il fut chargé par le général de Gaulle de transformer la politique sportive de la France après le naufrage des Jeux de Rome. Donc, ne soyons pas trop, comment dirais-je, ne faisons pas trop attention aux termes. Hein. Voilà. Alors, à titre d'information, et sans me comparer bien sûr aux deux monuments que je vous ai cités, personnellement, j'étais ministre délégué à la jeunesse et au sport,
Mais chose particulière, et je crois que c'est quelque chose d'assez unique dans les gouvernements, j'étais délégué auprès de personne. Et je crois qu'on en fait d'ailleurs, quand on fait Sciences Po, on dit, il y en a un qui n'a jamais été délégué, c'est Calmat. Voilà. Bon. Je ne le savais même pas, parce que moi, je travaillais avec le Premier ministre, qui était Laurent Fabius, mais également de la même façon avec l'ensemble des autres membres du gouvernement, qu'ils soient secrétaires d'État, ministres délégués. À l'époque, d'ailleurs, Jacques Lang était ministre délégué, vous vous rendez compte, hein, il en a fait quand même des choses. Bon, bref, je vais m'arrêter là sur cette affaire, mais c'est simplement pour vous dire qu'il faut faire quand même très attention aux mots que l'on emploie. Alors, j'étais ministre délégué, mais cela ne m'a pas empêché, avec Jean-Pierre Chevènement, de créer la circulaire sur l'aménagement du temps scolaire. Et à l'époque, en 1984, c'est une véritable révolution, car pour la première fois, le ministère chargé des Sports et le ministère de l'Éducation nationale organisaient officiellement ensemble, et très sérieusement, le sport à l'école primaire, en intégrant dans les horaires scolaires, écoutez-moi bien, dans les horaires scolaires et périscolaires, l'activité sportive. D'ailleurs, il y avait aussi un peu d'activité culturelle qui était proposée. Cela assurait la collaboration du mouvement sportif avec les enseignants scolaires. Cette disposition, et c'est là où on va rentrer un peu dans le sport santé, permettait aux enfants d'avoir une véritable éducation sportive très jeune qui, et ça a été prouvé, leur servirait ultérieurement, et particulièrement quand ils seraient en ALD, de reprendre l'activité sportive. Parce qu'ils savent faire les mouvements nécessaires. Actuellement, la ministre essaie de faire mieux nager les enfants. C'est formidable, bravo, j'espère qu'elle va exister. Le tennis aussi, on peut le commencer très jeune. Plein de sports, on peut le commencer très jeune. Et ça devrait être encore plus dans l'école. Il ne suffit pas de dire l'école, 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 comme disait le général de Gaulle ou au plan de l'Europe. Il faut dire l'école où, quand et comment. Voilà. Je ne veux pas insister trop là-dessus, mais pour vous dire que qu'on soit secrétaire d'État, sous-secrétaire d'État, ministre délégué ou Premier ministre, ce qui est important, c'est que ça marche. Alors malheureusement, cette disposition des ATS a été pratiquement, je ne dirais pas tuée dans l'œuf, mais en tout cas fortement obérée par mes successeurs, enfin pas mais tous, hein, pas tous, et qui ont transformé ça en contrat bleu. Et les contrats bleus, c'était simplement, on fait du sport de façon accessoire en périscolaire. Donc l'erreur fondamentale vient de là. Certes, mon cher ami Payan a essayé de refaire ça quelques dizaines d'années plus tard, mais l'erreur qu'il a faite, c'est qu'il en a fait quelque chose d'obligatoire. Alors que ce que nous avions fait au départ, c'était bien entendu facultatif, et que ça n'était pas du tout univoque, parce qu'on ne fait pas les mêmes sports à la montagne qu'à la mer. On ne fait pas les mêmes sports dans le nord que dans le sud. Donc, si vous voulez, tout ça nécessitait plusieurs années de mise en route avant peut-être de faire changer véritablement cette affaire du sport chez l'enfant, qui était capitale dans le sport et la santé. Malgré tout, les successeurs ont fait des choses intéressantes, les Arvèges, les CAT, etc. Enfin, il y a plein de choses. Mais il ne faut pas oublier que lorsqu'on a abandonné les horaires dans le temps scolaire, il ne suffit pas de dire le matin on fait ceci et l'après-midi on fait cela. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Parce que même en Allemagne, ils s'en sont revenus. Donc, ça, c'est un élément important de la santé. Alors ça, c'était au titre de ce que j'avais fait comme médecin. Maintenant, au titre comme ministre. Alors, par contre, comme médecin et président de la commission médicale, je serais plus enclin à développer les rapports entre les risques d'un sport mal pratiqué pour éviter l'accidentologie, le surmenage. Alors le dopage, c'est plus peut-être pour le sport de haut niveau, encore qu'on voit des gens qui font du jogging et qui se défoncent, si j'ose dire. Je serais aussi intéressé par la dégradation de la santé par le sport
Mais je suis également, et ça, je crois que Valérie l'a bien expliqué, les médecins, il ne faut pas croire qu'ils mettent ça de côté. Ils sont très intéressés à répondre aux besoins de prescription qui, heureusement, ont été reconnus légalement par la loi. Mais il faut voir une chose, c'est que la prescription, et je reviendrai un petit peu plus tard, elle ne peut se faire que sur des choses qu'on connaît. On prescrit un médicament, on prescrit un dispositif médical, on sait comment il est fait. Mais si on prescrit de l'activité physique, sans savoir exactement quoi, si on prescrit du sport, sans savoir exactement quoi, eh bien, ça ne marchera pas. Donc, il y a un vrai problème de connaissance du substratum que l'on va proposer aux patients. Alors, c'est pour ça que je pense que nous avons fait un bon travail au Comité national olympique et sportif français, au CNOSF, bien entendu pas tout seul, mais complémentaire. Et je vais y revenir dans quelques instants. Donc, ce qui est important pour moi au départ, et ça je vais dire un peu ce que disait Boileau dans l'art poétique, qui disait « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots, pour le dire, arrivent aisément. » Ça, je dis ça tout le temps, parce que, à mon avis, si on n'a pas compris un terme, on ne pourra pas le développer. Et pour bien comprendre les rapports entre le sport et la santé, il est nécessaire de bien connaître et de bien se mettre d'accord sur les concepts clés. Facile, l'activité physique, je vais y revenir, le sport, la santé, le sport santé, la thérapeutique non médicamenteuse. Et ça, je remercie l'HAS, on ne la remerciera jamais assez, d'avoir reconnu la thérapeutique non médicamenteuse comme un élément officiel, avec l'OMS d'ailleurs. La prise en charge thérapeutique, qu'est-ce que c'est? Elle l'a déjà dit un petit peu, Valérie, mais je crois que c'est très important parce que vous allez voir qu'actuellement, Vidal, qui est lu par les médecins, 96% des médecins lisent Vidal, et si vous cherchez sport santé, médico-sport santé, vous le trouvez à prise en charge thérapeutique, et non pas à dispositif médical, non pas à médicament. Prise en charge thérapeutique. Comme l'a dit très bien Valérie, c'est très complexe, mais moi j'ai un petit peu regardé ça, il y a des articles tout à fait clairs là-dessus, en particulier un article américain formidable. Bon, on ne va pas le développer. Ça, c'est la première chose. Alors, l'activité physique, d'abord. Qu'est-ce que c'est que l'activité physique? Tout le monde vous le met, le NAPS en particulier. L'activité physique est considérée comme la somme des mouvements corporels produits par la contraction des muscles squelettiques. Et il importe, au fond, de savoir ce qu'est les principales caractéristiques de l'activité physique. Eh bien, il y a plusieurs types et plusieurs niveaux. Il y a le Cancer Research Fund, qui est le WCRF, reconnaît 4 types d'activité physique. L'activité physique au travail, occupationnelle, excusez-moi de parler mal anglais, l'activité physique à la maison, household, l'activité physique pendant les déplacements, transport, et l'activité physique pendant les loisirs qu'ils appellent récréationnels. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué parce que ça peut aller plus loin que le récréationnel. Parce qu'en France, le récréationnel, c'est la récréation, on s'amuse. Alors que ce n'est pas tout à fait ça. Alors ça, c'est le type d'activité physique. Ensuite, vous avez le niveau d'activité physique. Ça, ce sont des choses classiques, connues. Eh bien, le niveau, toujours selon les mêmes experts, on en distingue 4 d'intensité de l'activité physique mesurée en ce qu'on appelle les MET. Ah, c'est un bien grand mot. Un métabolique équivalent de task. C'est quoi un MET? Un MET, c'est pratiquement la dépense calorique qu'on fait quand on est au repos. Quand on dort, c'est moins, je crois, c'est 0,9. Bon, c'est 1. Quand on vous dit, vous faites une activité physique vigoureuse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est supérieure
à 6 mètres, c'est-à-dire 6 fois plus que quand vous dormez, au point de vue calorique. Le deuxième niveau, c'est le niveau modéré. Je vais de haut en bas. Hein. Entre 3 et 5,9 mètres. 5,9 mètres. Léger, c'est en dessous de 3 mètres. C'est en dessous de 3 fois ce que vous dépensez en métabolisme de base. La sédentarité, c'est 1,6 mètres. Bon. Sédentarité, ça veut dire que vous êtes éveillé, vous êtes assis. Là, on est à 1,6. Fais-moi un peu plus en ce moment parce que je bouge. Hein. Voilà. C'est ça. Alors, on peut y ajouter à ces niveaux des activités physiques d'intensité très élevée, supérieures ou égales à 9 mètres. Alors, évidemment, je pense que Stéphane, quand il faisait son 400 mètres haies, il a brillamment gagné. Hein? Ouais. Ouais, tu vois, 29, 30 mètres, c'est pas 9. Ouais, mais c'était déjà très, très vigoureux. Donc, ça, c'est l'activité physique. Et quand on vous parle, je ne veux pas faire de sport, mais de l'activité physique, c'est là où je vais vous montrer que c'est des bêtises de dire que le sport n'est pas une activité physique. C'est une activité physique particulière, et je vais vous dire comment il faut à mon avis, il faut appréhender le mot sport. Alors, le sport est une activité physique particulière, essentiellement de type réactionnel quand on le fait en loisir, c'est-à-dire, bon, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit, hein, c'est considéré par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, comme un sous-ensemble de l'activité physique. Un sous-ensemble. C'est de l'activité physique. Représentant sa forme la plus élaborée, le mot est dit, ludique, c'est-à-dire que c'est amusant, ça fait plaisir, etc. Réglementé, ce qui empêche parfois de faire n'importe quoi, hein, avec ou sans compétition. Avec ou sans compétition. Et les gens qui vous disent « non, no sport », ce brave, j'exagère, c'était un énorme personnage qui disait « no sport », mais par contre, lui, il fumait. Bon, ce n'était pas terrible. Mais il faut arrêter de dire que le sport n'est pas une activité physique. Alors, et j'insiste là-dessus parce qu'il faut répondre par avance aux gens qui rejettent par définition ce type d'activité physique, car il est le plus adapté à la pratique du sport santé. Pourquoi ? Parce qu'il est encadré en général, et bien encadré par les disciplines sportives. Les disciplines sportives. Pourquoi ? Parce qu'il y a des fédérations, parce qu'il y a des clubs, parce qu'il y a des professionnels, parce qu'il y a des médecins qui s'en occupent, etc. Donc, le sport est une activité physique particulière avec tous les niveaux dont je vous ai parlé tout à l'heure d'intensité. Et quand on parle d'intensité, c'est important, mais je vous en parlerai dans quelques instants, j'espère que je ne vais pas être trop long. Parce que l'intensité compte énormément en prescription. En particulier pour le cancer, si vous faites les 10 000 pas, d'ailleurs dont on ne parle plus tellement maintenant, à 3 à l'heure, ça ne sert à rien. Pas grand-chose. Ce qu'il faut faire, c'est de l'activité physique intense. C'est dommage que le professeur Bouillet, que je vois demain matin, parce qu'on a une réunion sur le comité sport santé au CNOSF, vous le dit clairement. Il faut faire une activité physique intense en matière de thérapeutique non médicamenteuse contre le cancer. Et encore, ça ne se fait pas de la même façon si vous êtes sous chimiothérapie ou si vous n'êtes pas sous chimiothérapie. Donc tout ça, si vous voulez, mérite d'être précisé. C'est ce que nous, on a essayé de faire, dont je vais vous parler dans un instant. Il faut donc tordre le cou à cette idée fausse que le sport n'est pas une activité physique. D'ailleurs, ceux qui insistent à utiliser l'expression activité physique ou sportive, ça m'énerve. À cause de ça.
ils considèrent que c'est l'un ou l'autre. Non, c'est les mêmes, mais à des niveaux différents. Mon ami Toussaint ne serait pas content. On a beaucoup discuté avec. Mais elle n'est pas ou sportive, elle est et sportive. On a une activité physique qui peut être de type ménage ou de type sport, intensité, type. Voilà. Donc, il faut tordre le cou, mais je crois qu'on peut dire quand même qu'il y a des institutions très importantes, comme l'Académie de médecine, qui le reconnaissent. Ils le reconnaissent. Hein, ils disent « et sportive », et pas simplement l'Académie de médecine. Mais si l'Académie de médecine le dit, j'ai tendance à les croire. Alors voilà maintenant la santé. Je ne veux pas être trop long, ne vous inquiétez pas sur les définitions, mais elles sont capitales. La santé, c'est la même chose pour l'OMS, c'est l'absence de maladies et d'infirmités, mais pas toute seule. C'est l'absence de maladies ou d'infirmités auxquelles il faut ajouter l'état d'un complet bien-être physique, mental et social. Triple bien-être. Alors, à cet égard, je remarque que l'expression sport, santé, bien-être est un pléonasme. Parce que quand on parle de santé, on parle de bien-être. Et c'est en tout cas un pléonasme partiel, parce qu'on peut avoir du bien-être sans faire du sport en fumant un joint, par exemple. Hein? Je ne le fais pas, croyez-le bien. Mais je dis ça pour pouvoir, si vous voulez, montrer ce que veulent dire les choses. Sport, santé, bien-être, à mon avis, c'est deux choses, on devrait dire sport, santé, qui contient les trois bien-être. D'ailleurs, l'INSERM et l'OMS l'ont reconnu. Alors, évidemment, l'absence, le problème bien-être, qu'est-ce que ça veut dire? À cet égard, je remarque que cette expression, les bien-êtrologues, entre guillemets, patents, ils ont, à mon avis, derrière la tête des pensées moins nobles que celles de la santé des pratiquants. Je pense à toutes les techniques d'exercice mal contrôlées, de prestations de confort, de mouvements incomplets de ce fait risqués, qui sont le plus souvent essentiellement chers, pécuniairement élevés, non remboursables bien sûr, même par les mutuelles, et parfois le fait d'activités charlatanesques. Et je me méfie beaucoup, bien que je n'ai pas la montre, mais j'ai mon iPhone. Je regarde le nombre de pas que je fais, c'est très bien, mais je ne fais que regarder comme ça, quoi, vraiment par curiosité. Le sport connecté, je ne dis pas que ça ne sert à rien, mais c'est totalement insuffisant. Totalement insuffisant. Alors maintenant, la dernière définition, et après je vais vous expliquer ce qu'on fait. Excusez-moi, j'ai déjà dépassé mon temps, je pense. Il me reste 5 minutes. Ah oui, ça va. Le sport santé. Alors, elle n'est pas encore, cette expression n'est pas encore reconnue officiellement. On met toujours des guillemets, sauf quelques-uns maintenant qui commencent à enlever les guillemets. Et c'est l'ablation des guillemets qu'il faut obtenir. Et j'espère qu'elle sera réalisée lorsque les conditions de la pratique du sport santé seront assurées par sa reconnaissance complète dans le monde médical et sportif, comme elle l'est déjà dans le monde scientifique. Tout à fait. Les scientifiques le reconnaissent. Les médecins, ils ne sont pas trop instruits, ils ne savent pas trop. Peut-être, j'espère que les futurs, et je compte sur 2024 pour peut-être qu'il y ait des cours de médecine, pas seulement du sport, mais de l'activité physique et du sport dans les études de médecine, alors qu'il n'y a qu'une heure ou deux, je crois, en ce moment. Et ça, j'espère que ça va continuer. Mais je pense que ça bouge. Hein. Je pense que ça bouge. La paix est en train de bouger là-dessus. Et nous, en tant que commission médicale du CNOSF, avec le département diversité des pratiques, qui a fait une chose intéressante, qui s'appelle Santé ou Sport, Santé ou Sport, qui est un processus finalement de sensibilisation de l'activité sportive, physique et sportive,
dans les territoires. Et je pense que c'est une très bonne chose. Mais ça ne suffit pas. Il faut effectivement que les disciplines sportives, que le CNOSF et en particulier sa commission médicale fassent en sorte de faire connaître aux médecins en particulier. Il ne ferait pas du sport santé sans les médecins. Je sais bien que ce n'est pas forcément eux qui vont la dispenser, mais c'est eux qui vont le prescrire selon la loi et qui vont le préconiser. En prévention primaire, on préconise. Et en prévention secondaire ou tertiaire, c'est-à-dire secondaire, on commence un diabète, on a un 28, un 30, on commence un diabète. On est en prévention secondaire. Et pour éviter que la maladie arrive, il faut faire l'activité physique et sportive. Et la prévention tertiaire, vous êtes malade, vous avez un cancer, vous avez, je ne sais pas, obèse, etc. Et là, pour éviter les complications, pour éviter, pour en fait stabiliser la maladie, eh bien, c'est la prévention tertiaire. L'HAS a fait un gros travail. Il commence à faire les choses de façon vraiment très intéressante, et simplement, il n'y a que le volet, à mon avis, le volet médical est bon, mais le volet thérapeutique n'est pas suffisamment développé, mais ça, on le sait. On travaille avec eux. Bon, alors donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? La commission médicale, dans un premier temps, elle a voulu donner une définition au sport santé. Avec tout ce que j'ai dit, qu'est-ce que vous avez retenu? Rien. Vous avez peut-être retenu ce que je dis sur le sport, sur la santé, etc. Mais sur le sport santé, eh bien pour nous, commission médicale du CNOSF, le sport santé, ce sont des conditions de pratique telles qu'elles permettent d'une discipline, bien sûr, d'une discipline sportive, parce que c'est ce qu'on fait au CNOSF, des disciplines sportives, des conditions de pratique telles qu'elles préservent la santé ou qu'elles améliorent la santé en prévention primaire, secondaire ou tertiaire. Voilà, simple. Donc ce sont ces conditions de pratique que nous avons essayé de mettre, de préciser dans chaque discipline. Alors, qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse? Nous avons commencé à élaborer un ouvrage qu'on a appelé, et qui s'appelle toujours, le médico-sport santé. Médico, c'est médical. Dico, c'est dictionnaire. Sport santé. Médico-sport santé. Voilà. C'est un dictionnaire. Pourquoi? Parce que les disciplines sont développées par ordre alphabétique. Et vous avez deux parties, une partie des pathologies, que je vais un petit peu vous développer très rapidement. Je vais conclure. Il y a actuellement, le médico-sport santé comporte 47 fédérations et 65, je crois, disciplines qui ont travaillé pendant des années pour nous proposer des descriptions particulières de leur discipline, avec des informations générales, où on peut en faire, comment est faite la fédération, etc., des caractéristiques de l'activité, les bénéfices potentiels, les objectifs prophylactiques en prévention primaire, thérapeutiques en prévention secondaire et tertiaire, les risques, les adaptations et précautions. Les adaptations, ça permet d'avoir des protocoles particuliers pour les maladies. Donc, je disais 45 fédérations et 67 disciplines. 86% des fédérations ont répondu qu'ils étaient intéressés pour développer le sport santé. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir effectivement plus d'adhérents. On leur a dit il faut en faire 3 millions dans 5 ans. Comment ils vont les trouver, les 3 millions? Alors, si vous mettez les malades, il y en a 11 millions, paraît-il, d'après toi. Hein. Bon, ils en trouveront peut-être un certain nombre. Et ils le feront dans des conditions de protocole adaptés. Alors, moi, ce que je voudrais maintenant, c'est qu'on ne dise pas... comment dirais-je, APA, hein, c'est-à-dire activité physique adaptée, mais APSA, hein, activité physique et sportive adaptée. Parce que c'est l'activité sportive qui permettra de traiter, dans sa partie non médicamenteuse, les maladies. Alors, on a plein de maladies, de plus en plus, de gens de médecins qui viennent nous voir et qui disent « mais il faut faire ça pour
je ne sais pas, maintenant, les problèmes cardiaques, avant, il fallait s'arrêter. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter quand on a un problème cardiaque. Il faut continuer à faire de l'activité sportive dans des conditions bien déterminées. Je vais arrêter là. Je peux vous dire qu'au fond, il faut aussi faire une formation. Et cette formation, on est en train de la faire en accord avec le ministère des Sports et le ministère de la Santé. Et ces formations, en particulier pour les gens qui ne sont pas très atteints, sont soumises d'abord à l'avis du comité olympique et ensuite arrêtées par le ministère de la Santé et le ministère des Sports. Voilà, je m'arrête là. Merci. Merci, Monsieur le ministre. On va passer de ce sport santé à un programme de recherche et d'autres travaux qui ont été conduits sous l'autorité de Stéphane Diagana, à qui je donne bien volontiers la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Monsieur le Président, de votre accueil dans cette salle de l'Assemblée générale. Merci, Madame la Présidente, de votre invitation. C'est la première fois aussi pour moi que je découvre et j'ai le plaisir d'être là aux côtés de deux ministres, Alain Calmat et Valérie Fourniron, que j'ai souvent rencontrés dans les échanges sur ce sujet du sport santé et puis des visages familiers aussi de gens qui ont porté cette problématique depuis de nombreuses années, qui me paraît essentielle et c'est très intéressant et ça me semble important qu'il y ait un débat organisé permanent, parce qu'il ne s'arrête jamais, mais ici, sur cette question-là. Donc, moi, je vais parler de retour de terrain, puisque tout à l'heure, Valérie l'a dit, on n'est pas dans une démarche centralisée, descendante, mais on est plutôt, avec le sport santé, dans un phénomène interdisciplinaire et plutôt local, avec une multitude d'initiatives. Et je vais vous parler d'une de ces initiatives qui a été menée, un projet qui s'appelle As du Cœur, un projet de recherche avec un volet médico-économique, puisque là aussi Valérie Fourniron l'a dit tout à l'heure, on manque de données médico-économiques pour aller plus loin. Et puis un volet aussi d'études avec une chercheure, STAPS, qu'on a employé sur ce projet dans le cadre d'une bourse CIFRE, sur le plan psychocomportemental, pour essayer d'évaluer des stratégies d'accompagnement et de modification des comportements sédentaires chez des publics que l'on avait ciblés, qui étaient coronariens ou insuffisants cardiaques, âgés de 65 ans à 78 ans. Donc, alors comment j'en suis arrivé là ? Vu qu'au départ, ce n'était pas tout à fait le domaine dans lequel j'ai évolué. Le sport, je l'ai vécu différemment. Moi, j'ai commencé à l'âge de 10 ans. Il a été présent avant même ma première licence toute ma vie. Le mouvement a été présent toute ma vie. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas toujours le cas. Quand j'ai été athlète, j'ai été sollicité par différentes institutions, Fédération française de cardiologie, Association française des diabétiques, ministère de la Santé dans le cadre du PNNS 3, puisque dans les deux premiers PNNS, il n'y avait pas programme national nutrition santé, il n'y avait pas de volet activité physique. Et Madame Bachelot, ministre donc de la Santé, m'avait demandé si je voulais être ambassadeur ou parrain de ce volet activité physique nouveau dans ce programme, puisque c'est vrai que sur les maladies qu'on appelle maladies de civilisation, les maladies chroniques, on a longtemps ciblé l'alimentation. Il y a bien sûr un sujet indiscutable concernant l'alimentation, mais on a sous-estimé l'impact de la sédentarité, qui est, tout à l'heure, le chiffre a été annoncé, 5,5 millions de morts par an dans le monde, qui est à peu près au même niveau que le tabac. Donc pour vous dire qu'on est sur quelque chose de majeur, un phénomène majeur. Et donc ce sujet m'a demandé d'être parrain, ambassadeur, de venir faire la promotion des parcours du cœur, je m'en souviens, avec la Fédération française de cardiologie. Et puis j'ai découvert aussi qu'une association de fibromyalgie qui m'a sollicité disait que le sport aussi, l'activité physique, parce que le sport est important, mais le plus important c'est l'activité physique et le mouvement. Ce qu'il est important de se souvenir, ça c'est pour tout le monde assez clair, on a été conçu pour le mouvement, on a été conçu pour se déplacer, je veux dire, notre corps nous le rappelle tous les jours, mais ce que l'on oublie, c'est qu'on a été conçu et designé par le mouvement. Et aujourd'hui, on voit à quel point un grand nombre de nos fonctions sont régulées par le mouvement. Et le déficit de mouvement
la perte de mouvement brutale en 200 ans divisé par 8, ce sont les chiffres de l'IRMES, explique une grande partie des pathologies chroniques que l'on connaît aujourd'hui et qui sont vraiment un fléau pour le monde occidental. Les maladies neurodégénératives, j'ai lu il n'y a pas longtemps un document de l'Institut du cerveau de l'Ontario, parce que les Canadiens sont très en avance en matière de sport santé ou de lien entre l'activité physique et la prévention ou la prise en charge thérapeutique. Et le chercheur concluait en disant il n'y a plus de sujet pour démontrer le lien entre l'activité physique et l'émergence de ces maladies. Ce n'est pas le seul, c'est multifactoriel, mais c'est un élément important à prendre en compte. Il n'y a pas de sujet non plus pour démontrer l'intérêt de l'activité physique dans la prise en charge de ces patients pour limiter la progression des symptômes, mais il y a un champ de recherche qui est formidable, qui est celui de la qualification de la prescription et en termes de durée, de fréquence et d'intensité pour savoir quels sont les meilleurs effets. Donc, c'est un sujet qui m'a passionné parce que j'ai une formation plutôt initiale dans les sciences et puis parce que, alors que dans la vie de tous les jours, je dirais, le corps, c'est l'intendance pour beaucoup de gens, pour moi, ça a été central dans mon métier, donc j'y ai porté une attention toute particulière. La physiologie de l'effort vous amène à regarder, à vous émerveiller du fonctionnement du corps humain. Et donc, j'ai eu cette sensibilité-là. Et il y a eu un élément majeur qui m'a fait plonger dans ce domaine-là. C'est le rapport INSERM de 2008 qui, en fait, a fait une méta-analyse, a compilé l'ensemble des études disponibles à ce moment-là, qui ont été largement enrichies dans les 10 dernières années, mais démontrant déjà de manière formelle l'intérêt de l'activité physique sur la prévention et l'intérêt de l'activité physique sur la prise en charge. Il faut savoir que dès 2008, par exemple, on savait que des programmes d'activité physique adaptés, bien conçus, étaient plus performants que n'importe quelle approche médicamenteuse, n'importe quel médicament sur le marché pour la BPCO. C'était noir sur blanc dans le rapport de l'INSERM. La BPCO, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive, qui est une maladie des fumeurs. Donc on a ces évidences, ces preuves scientifiques depuis un bon moment, et je me suis dit, le sport ne peut pas rester en reste. Il faut non plus qu'on dise le sport c'est la santé et que la santé soit considérée comme une externalité positive du sport, mais au contraire, construire des programmes sportifs avec le monde de la médecine. Alors je dis le monde de la médecine et pas le monde de la santé, parce que le monde de la santé est plus large que le monde de la médecine. Le monde de la médecine pour pouvoir justement avoir une approche de santé qui soit ouverte et interdisciplinaire et que l'on puisse, au long cours, accompagner des personnes dans la pratique de cette activité physique qui ne peut pas se décréter. Parce que dites faites du sport, c'est comme dire à quelqu'un prenez un médicament. Ça paraît très stupide, mais pourtant, on en est là aujourd'hui. Non, il y a une qualification, durée, fréquence, intensité, avec des enjeux de risque, parce que si c'est mal fait, en disant à quelqu'un faites du sport, si c'est pas le bon et mal fait, on peut aggraver sa pathologie ou pire. Et donc, il y a ces enjeux qui étaient importants. Et parallèlement, je travaillais un projet de centre sportif, plutôt dédié à des sportifs orientés vers la performance, autour de cette pratique émergente de personnes qui, tout à coup, à 35 ans, 40 ans, se découvrent des envies de sport de haut niveau, qui ne sont pas passées forcément dans des parcours de club, et qui, du jour au lendemain, parfois se lancent dans des challenges peut-être là dangereux, de marathon, après 6 mois de pratique de course à pied, sans avoir sécurisé la pratique. Et en même temps, des gens qui le font bien. Il y a 2 tendances, je dirais, qui portent le sport aujourd'hui, c'est cette tendance-là, le dépassement, et puis la recherche d'une meilleure santé. Et au fond, je me suis dit, ce ne sont pas des publics qui sont à opposer. Alors c'est vrai qu'en France, on a toujours tendance à ranger les gens dans des cases, mais j'ai voyagé, je suis allé en Afrique du Sud, j'ai vu un centre qui s'appelle le Sport Science Institute of South Africa à Cape Town, qui a été financé par des donations d'entreprises via l'université de Cape Town. Et puis là, j'ai pu découvrir que le premier partenaire était un assureur. Donc j'ai dit, tiens, voilà, on voit qu'on est déjà dans cette dimension sport-santé, que ce centre avait été créé sur la base de 2 constats. L'un d'un physiologiste, Tim Noakes, qui est une pointure internationale, qui constatait la perte des capacités cardio-respiratoires. Ça a été évoqué, cette perte d'un quart des capacités cardio-respiratoires chez nos jeunes sur ces dernières années, ces dernières décennies, qu'il a constaté. Et puis à côté, il y avait le pilier, le capitaine de l'équipe de rugby des Springboks,
de l'époque qui, lui, constatait que les joueurs qui recrutaient avaient moins de qualité. Il dit, tu pioches un échantillon de l'échantillon que moi je regarde en macro, toi tu es dans le micro, mais on est dans la même problématique. Et donc ils ont créé un centre dédié à ces deux problématiques qui finalement étaient les mêmes et qui trouvaient, je dirais, de bonnes raisons d'être ensemble pour mutualiser des compétences, des savoirs et transférer des compétences d'accompagnement que l'on a dans le sport de haut niveau. Puisque quand vous voulez faire du sport de haut niveau, à un moment, vous comprenez très vite qu'une fois un peu, ça ne suffit pas, qu'une fois un peu plus, c'est bien, mais que régulièrement un peu plus, c'est ça qui va faire l'effet. Et pour le sport santé, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on est sur des modifications de comportement dans le long terme et que ça s'accompagne, une fois de plus, ça ne se décrète pas. Donc, j'avais cette idée de campus sport santé dédié pour ces sportifs amateurs passionnés, mais je me suis dit finalement, on aura des outils, on aura des compétences et on va aider d'autres personnes dans d'autres challenges qui sont tout aussi importants que de se préparer pour un marathon ou un Ironman, qui sont des challenges de santé. Et l'envie est venue de créer des programmes sport santé, même bien plus importants, ces challenges. Et l'idée est venue de créer des programmes sport santé avec des professionnels de santé. Et le premier qu'on a voulu faire, c'est le programme As du Cœur. Donc avec une intention de publier. Donc les résultats de ce programme, de cette étude interventionnelle, ont été publiés dans un magazine un magazine anglo-saxon qui s'appelle BMC Cardiovasculaire. Et l'idée, c'était, sur le plan psychocomportemental, tester 2 stratégies. Donc on s'est adressé à un public de coronariens et d'insuffisants cardiaques, issus du RSI. Donc on était en partenariat avec le RSI Côte d'Azur, on a eu des soutiens de mutuelles, de groupes de prévoyance, on a eu l'ARS PACA, puisque ce programme s'est déroulé dans les Alpes-Maritimes en 2015, sur sa phase interventionnelle. Au-delà de ce volet psychocomportemental qui visait à mesurer la maintenance des comportements ou de l'activité physique après la phase interventionnelle qui durait 5 mois, selon 2 modalités. 5 mois d'intervention très forte, à raison de 3 fois par semaine avec un encadrement fort, d'activité physique adaptée, avec un suivi médical et des programmes validés par des cardiologues. Et puis d'autres où on avait une autonomisation progressive. L'autonomisation progressive, c'est théorisé, ça marche dans des domaines nutritionnels, mais ça n'avait pas été testé pour l'activité physique. Et on a vu que l'autonomisation progressive, sur les mois suivants, avait un intérêt parce qu'il y avait une observance plus forte de l'activité physique. Donc ce programme a duré 5 mois sur le début 2015. On a observé l'année complète sur l'activité physique et on a interrogé 39 des 45 qu'on a pu retrouver personnes qui étaient rentrées dans ce programme. 81% de ces personnes déclaraient à 30 mois après l'intervention avoir un niveau d'activité physique significativement supérieur à leur niveau d'activité physique avant. Donc l'idée, c'est de créer des programmes passerelles pour que la marche entre la prise en charge du système sanitaire tel qu'il est conçu en centre de soins de suite. On a travaillé avec un centre de soins de suite qui est à Mougins, et avec qui on a beaucoup échangé, et qui eux aussi comprennent que la marche est très grande entre une prise en charge très très forte sur 3 à 4 semaines, prise en charge par l'assurance maladie, dans le cadre des affections de longue durée notamment, et cette, je dirais, injonction de dire maintenant il faut continuer à bien manger et il faut continuer à pratiquer une activité physique. Il n'y a ni à ce moment-là l'autonomie en matière de compétences, ni l'autonomie en matière de motivation. Et donc, il faut des programmes passerelles, et c'est l'idée des programmes que l'on veut mettre en place, pour que sur 6 mois, 12 mois, peut-être 18 mois, les gens arrivent à être impactés suffisamment pour avoir une modification durable de leur comportement vis-à-vis de la sédentarité. Alors, qu'est-ce que l'on a observé, qu'est-ce que l'on a mesuré dans ce programme ? Sur le plan médico-économique, puisque je vous ai parlé du volet psychocomportemental, sur le plan médico-économique, on a fait une mesure, et c'est pour ça qu'on s'est rapproché de RSI, on a fait une mesure des dépenses de santé. Qu'est-ce que l'on a observé ? 5 mois d'intervention, 7 mois où derrière on a recommandé aux gens de continuer, aux patients de continuer. On avait sollicité, c'était à LD 5 et 13, donc insuffisance cardiaque et coronarien. On a eu essentiellement des coronariens. On avait dans l'échantillon possible du RSI Côte d'Azur près de 2000 patients, 1891 patients. On en a inclus 50. On a eu 5 perdus de vue entre l'inclusion et le début des programmes. Donc on a eu 45 personnes. Un demi-groupe de 23, un demi-groupe de 22 pour les raisons que j'évoquais. Et on a regardé la dépense la consommation de soins de ces personnes grâce à l'accord qu'on avait avec le RSI.
Ce sont des personnes qui consomment, que ce soit le groupe témoin des 1891 dont a été extrait le groupe interventionnel, ce sont des personnes qui ont un niveau de remboursement à peu près de 4 000 à 4 100 euros par an. La population coronarienne et insuffisante cardiaque en France, c'est à peu près 2 500 000 personnes. 4 000, 4 100 euros. Sur 2013-2014, nos 45 avaient 4 000, 4 100 euros de dépenses. Les 1891 avaient 4 000, 4 100 euros de dépenses. Sur l'année d'intervention, on est descendu à 2 877, avec une valeur statistique significative. Donc moins 30%. Si on extrapole à 2 500 000 personnes, on est à peu près à 3 milliards d'euros. Voilà. Dans l'année même. Donc souvent on dit on a du mal à bouger les choses parce qu'on en récolte les fruits tardivement. On a de la chance que l'activité physique, quand on remet des gens à l'activité physique, on voit des paramètres de santé évoluer. On a vu leur fréquence cardiaque de repos diminuer. On a vu leur progression significative sur un test standardisé qui s'appelle le 6 minutes marche, où on a vu des progrès très très importants, et on sait que c'est prédictif en matière de morbidité, de mortalité, et notamment sur le plan cardiovasculaire. Donc on a des effets assez rapides, parce que le muscle, on a découvert, c'était juste pas un effecteur, mais c'est une glande endocrine qui sécrète énormément de molécules et qu'on comprend aujourd'hui le rôle qu'elle joue. Et quand on s'arrête de bouger, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc, fort de ces résultats, alors on a regardé le coût d'intervention auprès de ces personnes, 1 300 euros, la réduction de dépenses, 1 200. Mais là, donc, ça veut dire on est à peu près équivalent, on perdrait même un petit peu d'argent, mais dans le coût d'intervention, on a calculé même le prix des transports des personnes pour se rendre sur les sites sportifs. Bon, quand la personne, si elle est mobile et en capacité de le faire, elle se rend chez le médecin. Mais ça, c'était l'étude qui nous obligeait à faire ça. Mais quand elle se rend chez le médecin et si on a la capacité, on ne paye pas son trajet. Donc, on a quand même majoré les coûts. On a même mis la valorisation des locations de salles, puisqu'on avait des partenariats avec 3 villes, la ville de Nice, la ville de Mougins, la ville de Saint-Laurent-du-Var, notamment. Donc, on a vraiment chargé les coûts et on ne les a pas optimisés, parce qu'on a fait de l'achat de matériel, on ne l'a pas amorti. Donc, je veux dire, on avait des intervenants qui n'étaient pas salariés, mais qui étaient prestataires, donc c'est encore plus cher. En optimisant, on imagine qu'on pourrait avoir un effet, et on a mesuré les coûts que, le bénéfice que sur l'année d'intervention. Or, il semblerait que les gens aient maintenu des comportements plutôt vertueux en matière d'activité physique sur les années d'après. Donc, on s'est dit, il ne faut pas en rester là, parce qu'on travaille sur 50 personnes. Et donc, aujourd'hui, on a déposé un dossier au ministère de la Santé. Le ministère des Sports aussi l'a eu en instruction, dans le cadre de l'article 51 de la loi de sécurité sociale 2018, puisque cet article 51 permet, dans un cadre expérimental, de réaliser, je dirais, mettre en œuvre et de financer des approches innovantes en lien, bien sûr, avec le parcours de soins. Et c'est exactement ce que l'on a fait sur ce... Et là, on voudrait mener ça sur 500 personnes, cette fois-ci, à l'échelle nationale, sur 5 régions partenaires, Île-de-France, Hauts-de-France, avec des référents, bien sûr, Bretagne avec François Carré, Auvergne-Rhône-Alpes avec Martine Duclos, donc, qui sont très reconnus et investis depuis de très nombreuses années sur ces questions-là. On a des relais dans les Hauts-de-France aussi, dans l'Île-de-France, et bien sûr dans Provence-Alpes-Côte d'Azur, région sud maintenant, pour étendre et avoir des conclusions indiscutables sur le plan de la pertinence médico-économique de la prise en charge. Après, que la prise en charge soit sécurité sociale ou elle ne soit pas, l'essentiel c'est qu'elle soit pour tout le monde et sur tous les territoires de la même façon, que l'offre soit pour tout le monde de la même qualité sur tous les territoires. Parce que si on ne fait pas ça aujourd'hui, on est quand même dans une situation où on a, et tant mieux, une reconnaissance de la Haute Autorité de Santé depuis de nombreuses années, des activités physiques et sportives adaptées en tant que thérapeutiques non médicamenteuses, ça a été dit, donc une reconnaissance que c'est un médicament efficace. On invite à le prescrire, on ne se pose pas la question de la... C'est efficace, on le prescrit, on ne se pose pas la question aujourd'hui suffisamment de la prise en charge par manque d'études médico-économiques, et c'est pour ça que l'enjeu est important. Et si on en reste là, eh bien on va avoir des offres privées d'abonnements de salles sport santé que l'on voit émerger ça et là, dont les bénéficiaires vont tirer un bénéfice très très important en matière de santé, mais qui sera accessible à ceux qui pourront se payer un abonnement à 80, 100, 120 euros par mois ou plus pour pouvoir prendre en charge correctement leur maladie et être accompagnés sur le plan thérapeutique. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est un retour terrain. On espère vraiment que
Alors, bon, l'instruction, on a passé différents caps. Alors, il faut tenir beaucoup de feux verts, la direction générale de l'offre de soins, la direction de la santé, mais ça a avancé, la direction de la sécurité sociale. Donc, on passe toutes les étapes. Aujourd'hui, il y a encore quelques feux verts. On les attend avec impatience. Je ne vais pas dévoiler parce que c'est en instruction, donc je ne vais pas en dire plus. Mais des feux verts dans certains ministères, et on espère qu'on aura le feu vert parce que c'est un enjeu qui me semble très, très important et qui pourrait ouvrir la porte aussi. Et là, ce n'est pas la question de savoir qui prendra en charge ces pratiques si elles venaient à être, qui prendra en charge, qui les mettra en œuvre si elles venaient à être prises en charge, puisqu'il y a plusieurs acteurs et plusieurs filières de formation, et je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Il faudra que ce soit les gens qui soient compétents, ça c'est la seule chose qui importe vraiment, mais c'est un gisement d'emploi, de services à la personne, non délocalisable, qui pourrait se financer sur de la réduction de dépenses de santé, qui est très important, parce que nous, on avait un coach qui encadrait des personnes par petits groupes de 10 personnes. On peut imaginer qu'un coach, s'il veut bien faire son métier, un encadrant sportif, j'aime pas le mot coach, mais un encadrant sportif, activité physique et sportive adaptée, s'il veut bien faire son métier, il pourrait suivre une trentaine, une quarantaine de personnes par an. Bon, ça, quand on sait qu'il y a 2,5 millions de coronariens, ça peut faire de l'emploi, et si on sait qu'on peut le financer par la réduction des dépenses de santé, en même temps de amener de la santé et réduire le déficit en matière de prise en charge de ces pathologies. Voilà, il y a des enjeux qui me paraissent importants, donc c'est pour ça que je m'investis sur ce sujet et que je le trouve passionnant. J'espère qu'il le sera pour vous aussi et que vous serez convaincus et militants de la cause du sport santé. Merci à vous. Bien, merci pour cet éclairage très concret, également montrant à quel point les enjeux scientifiques, médicaux, politiques, économiques peuvent s'entrecroiser, et puis faire un coup de chapeau à l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 dans cette enceinte. Évidemment, les membres du Conseil d'État y sont sensibles. Ouais. Au-delà donc des 3 interventions qui ont permis de mettre un coup de projecteur progressif à partir des politiques publiques, de la façon dont l'encadrement du médico-sport se fait, et d'ailleurs, je vois Alain Calmat nous a apporté le dictionnaire qui peut servir de référence. Et puis l'étude extrêmement intéressante qui vient de présenter par Stéphane Dagana. Tout ceci a dû susciter un certain nombre de questions. Donc je vais ouvrir le débat, à moins que les membres de la table ronde souhaitent réagir sur les propos des uns et des autres avant, au préalable. Non. Alors, Madame la Ministre. Juste peut-être dire un élément, parce que Alain Calmat a dit tout à l'heure, il a raison, que il fallait être prudent et qu'il fallait aussi être attentif à, comme on dit, l'effet dose, c'est-à-dire un certain nombre de risques quand on répète un geste, d'une éventuelle lésion et donc d'effets secondaires, et qu'il y avait tout un débat autour du sport de haut niveau qui est finalement, il y a trop de doses et il y a des risques de passer de l'autre côté. Je vous invite quand même sur ce registre qui... Les no-sports aiment bien mettre en avant cet éventuel risque de trop d'activité physique. Et il y a une étude qui a été faite donc par l'IRMES et par le docteur Jacquemin, qui a été publiée en 2015 et 2016, sur tous les athlètes qui ont participé aux Jeux Olympiques de 1912 à 2012. Et donc ils ont regardé en fait la durée de vie de ces athlètes, espérance de vie plus 7 ans, par rapport à la population générale. Donc, tous ceux qui ont participé aux Jeux Olympiques ont été suivis, et à l'arrivée, plus 7 ans de durée de vie. Et alors, on se dit, et dans le vélo Et dans le vélo, c'est plus 6 ans,2, c'est quand même déjà pas mal. Bien, sur cette note optimiste, la parole est à la salle. Si vous avez des réactions, des questions, en ayant l'obligeance de vous présenter avant d'intervenir. Est-ce qu'il y a... Oui, monsieur le député, je vous en prie. Dans les micros, voilà. Enfin, si personne ne prend la parole. Régis Juanico, donc député de la Loire. Je vous simplement un tout petit témoignage pour aller un peu dans le sens de ce que disait Valérie Fournéron tout à l'heure en introduction, quand elle dit, mais c'est vrai dans beaucoup de domaines, que finalement, dans le domaine de sport, santé et bien-être, les acteurs de terrain ont souvent beaucoup d'avance
sur le législateur ou sur les pouvoirs publics, même si elle, en tant que ministre, elle a donné une impulsion majeure en 2012 avec Marisol Touraine, avec cette première instruction gouvernementale qui a permis aussi beaucoup d'initiatives sur le terrain. On voit quand même que les réseaux d'acteurs de terrain, que ce soit des collectivités, que ce soit des associations, que ce soit des réseaux d'acteurs dans les ARS et les directions régionales jeunesse et sport, dès le début des années 2000, ont commencé à s'organiser et à produire des expériences extrêmement intéressantes. Les scientifiques, cela fait maintenant plus de 10 ans qu'ils documentent les bienfaits de l'activité physique et sportive en matière de santé publique. On citait le rapport en particulier de 2008 qui a été précurseur, mais il y en a eu beaucoup d'autres depuis. Et je peux témoigner effectivement, puisqu'on a porté l'amendement dit du sport sur ordonnance, l'activité physique adaptée pour les malades chroniques dans le cadre d'un parcours de soins et sous l'égide d'un médecin traitant en 2015, que ça a été un parcours du combattant. D'ailleurs, il y a un étudiant en ce moment à Lyon qui est en train de faire une thèse sur le parcours législatif de cet amendement. Il travaille depuis maintenant 2 ans et demi. Bon. Et il a fallu batailler avec Pascal Le Guilhem aussi, avec Valérie. Je me souviens même que quelques mois après l'adoption de la loi, en 2016, nous sommes allés dans le bureau du directeur général de la Santé, au ministère de la Santé, pour bien s'assurer, ce qui est assez peu répandu pour des parlementaires dans les décrets d'application, que le décret d'application respectait bien la volonté du législateur. Puisqu'il y avait à l'époque, en plus, bien évidemment, tu l'as rappelé, des acteurs, des professions qui étaient en concurrence sur le secteur d'intervention. Donc, tout ça pour dire que, effectivement, la loi, elle est venue très tard, elle reste encore à compléter. Il y a des aspects aussi dans cette loi qu'on a intégrés qui sont intéressants, qui concernent plus le certificat de non-contre-indication à la pratique en compétition et certificat médical, qui a eu des effets très importants dans le sport scolaire, puisque la suppression de ce certificat médical a conduit à ce que, par exemple, l'UNSS, dans le second degré, augmente de 10% son nombre de licenciés. Donc, sur un peu plus de 1 million, c'est quand même un chiffre significatif, plus 100 000 en un an, grâce à la suppression du certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive, par exemple. Donc voilà. Ce que je voulais simplement indiquer sur la question posée de la prise en charge du financement, parce que c'est quand même ça maintenant qu'il faut compléter dans la loi. Alors Valérie dit, c'est compliqué que ce soit l'assurance maladie, et en même temps, quel autre financement public, bon, à part l'ARS, bien évidemment, avec les fonds d'intervention régionaux, mais assez limités, je crois que c'est 10 millions d'euros sur l'ensemble du territoire. Il y a déjà à Strasbourg, par exemple, l'intervention, l'assurance maladie, même si c'est le régime local d'assurance maladie, bon, c'est une exception. Et puis il y a déjà eu des expérimentations, comme dans les Bouches-du-Rhône avec la CPAM, qui, notamment sur le cancer du sein, où il y a eu une expérimentation où il y avait un tiers de financement CPAM, un tiers de financement mutuel et un tiers de financement à la charge du patient. Ça mériterait quand même, je pense, là aussi, qu'on fasse plus confiance aux acteurs de terrain et dans les territoires et qu'on puisse généraliser ce type d'expérimentation. Moi, je me désole un petit peu quand même de cette résistance du côté du ministère de la Santé, et en particulier qu'on en soit encore aujourd'hui en 2019 à demander des études socio-économiques très détaillées à Stéphane Diagana pour As de Cœur, mais aussi à Thierry Bouillet pour Camille Sport et Cancer, à Jean-Michel Ricard pour Ciel Bleu, alors qu'on sait très bien que ce sont des modèles qui aujourd'hui produisent des effets considérables sur la santé des patients qu'ils traitent. Donc c'est un petit peu le problème. Et puis je terminerai sur l'école. Effectivement, tout part de là. Tout part de là. Il y a aujourd'hui nécessité, bien évidemment, de renforcer l'éducation physique et sportive. Moi, je regrette qu'on ait stoppé net l'expérience des PEDT, des projets éducatifs de territoire, parce que nous avions, au contraire, montré qu'on faisait beaucoup plus de sport et on faisait faire beaucoup plus de sport à beaucoup plus d'élèves que les activités périscolaires traditionnelles grâce au PEDT. Bon, maintenant, la page est tournée. Mais l'aménagement des cours de récréation pour favoriser des jeux mixtes entre les cours pour les élèves, la question du savoir nager et du savoir rouler comme socle commun de savoirs fondamentaux, pour moi, ça paraît vraiment des mesures extrêmement importantes, à condition qu'on ait aussi plus de pistes cyclables dans nos communes et dans nos villes. Voilà. Donc sur le financement, je pense qu'il faut être imaginatif. Il y a l'article 51 du PLFSS, il y a le ROSP aussi, ce qu'on appelle en jargon de santé publique, mais il y aura quand même, je pense, à un moment donné, la question qui se posera,
comment l'assurance maladie quand même commence à mettre un peu de remboursement. Merci. Qui veut réagir? Moi, je veux bien dire un petit mot. Il y a beaucoup de choses, effectivement, qui sont dites par mon ami Giovanico. Pour ce qui concerne la prise en charge, il faut bien voir que ça dépend dans quelles circonstances on fait de l'activité physique et sportive. En prévention primaire, je crois que ce n'est pas un problème de prise en charge financière, c'est surtout une prise en charge au plan des facilités pour faire de l'activité physique et sportive. Ça dépend à ce moment-là des collectivités locales, ça dépend également des ménages, ça dépend des clubs, etc. C'est pas tellement un problème direct du gouvernement, à mon sens. Mais si, il est indirect dans la mesure où le gouvernement doit permettre aux autres institutions, aux autres en particulier en collectivité locale, de pouvoir faire à la fois des équipements et en même temps ne pas faire en sorte que ce qui malheureusement est en train de se faire, diminuer le nombre des cadres techniques. Ça, c'est plutôt... Mais en prévention secondaire et tertiaire, c'est une thérapeutique. Donc à partir du moment où c'est une thérapeutique, il faut la reconnaître au même titre que les thérapeutiques médicamenteuses. On sait très bien, il y a des études qui sont faites qui montrent que l'activité physique et sportive dans ces circonstances diminue les dépenses de santé. Je crois qu'il y a des études américaines qui montrent que pour un patient lambda, surtout en secondaire, parce qu'en tertiaire c'est un peu plus compliqué, ça dépend des types de pathologies, eh bien, on gagne 150 € par an à faire de l'activité physique et sportive, en particulier pour le sport en entreprise. Donc, ça fait gagner de l'argent de faire de l'activité physique et sportive. Ça fait gagner de l'argent. C'est pour ça que ça va marcher. Si ça ne fait pas gagner d'argent, ça ne marchera pas. Mais ça fait gagner de l'argent à tout le monde. Et moi, je voudrais dire que je vois ici un certain nombre de personnes qui représentent les mutuelles. Les mutuelles, elles peuvent faire quelque chose. Parce que d'abord, c'est très intéressant pour elles, aussi au point de vue économique. Et deuxièmement, elles ont la possibilité de transférer un certain nombre de moyens parfois, elles ne savent pas trop comment faire, parce que je ne dis pas qu'elles croulent d'argent, c'est pas ce que ça, mais elles ont de l'argent pour ça. Donc, il faut faire des propositions aux mutuelles pour qu'elles puissent bien aider tout ce qui concerne le sport santé. Je peux faire... Oui, oui, sur ce sujet, sur la question de la prise en charge et de sécurité sociale ou pas sociale, en tout cas, il faut qu'elle soit pérenne. Et c'est vrai que le problème que l'on observe, pour en avoir parlé avec Jean-Michel Ricard de Ciel Bleu, pour en avoir parlé, la Camille aussi, qui travaille sur le cancer, avec Jean-Marc Descotes ou avec Thierry Bouillet, le problème, c'est qu'à chaque fois, on construit quelque chose sur mesure par rapport au territoire, donc avec potentiellement des inégalités et puis surtout des questions de pérennisation. Donc, ce qui peut pérenniser, c'est de démontrer... Alors, si c'était si clair que ça, qu'on gagne de l'argent, je pense qu'on y serait déjà. Ce n'est pas si simple que ça dans tous les cas et dans toutes les disciplines. Et je pense qu'il faut ce n'est pas anormal qu'on se mette dans les mêmes conditions que celles que l'on demande à un médicament. Il y a des médicaments qui sont déremboursés parce qu'on les juge inefficaces ou pas rentables. Sur l'étude que l'on a faite, médico-économique, on a fait aussi une étude de QALY. C'est des études anglo-saxonnes. Donc on a travaillé avec un chercheur du CNRS en économie de la santé. Et l'étude de QALY, ça veut dire en anglais Quality Adjusted Life Years. Et on mesure les gains de durée de vie en années, mais ajustés à la qualité de vie. Parce que rallonger la vie, comme on dit, il faut donner des années à la vie aux années et pas des années à la vie. Donc c'est pas l'espérance, c'est pas la longévité, mais c'est surtout la qualité de vie aujourd'hui l'enjeu, et on le voit bien avec tous les problèmes de dépendance. Et donc le coût d'intervention a été mesuré à 10 000 pour un QALY. Le seuil d'intervention et de prise en charge dans les pays anglo-saxons, en Angleterre, c'est 20 à 40 000. Donc on est 2 fois sous le seuil minimum et 4 fois sous le seuil maximum d'intervention. Donc
c'est ce genre d'argument, je pense, qui, si on le travaille pathologie, alors ça va être long, pathologie par pathologie, mais en tout cas par groupe de pathologie, parce qu'il y a sans doute un tronc commun de prise en charge, et Valérie Fournéron le disait à l'instant, sur le cancer et les maladies cardiovasculaires, il y a des troncs communs, donc ce n'est pas forcément à chaque fois nécessaire de refaire la même chose, mais je pense que ça, c'est nécessaire. Et puis il y a une autre question, c'est la notion de soignant. Alors on ne veut pas prendre en charge parce que ce n'est pas fait par les soignants, mais il faut peut-être redéfinir la notion de soignant. Quelqu'un qui intervient 3 fois par semaine auprès d'une personne et qui est capable de réduire sa fréquence cardiaque de repos de 15% et que l'on sait que c'est un facteur de risque important et qui fait ça en 3 semaines, je crois que c'est un soignant. Donc il va peut-être falloir redéfinir et étendre le champ des soignants, mais bien sûr avec des exigences de qualité, de formation. Et je pense qu'il ne faut pas faire l'économie de cette réflexion. Et peut-être que si les soignants, on acceptera de prendre en compte son activité, mais par contre, il devra rendre des comptes sur ce qu'il fait, sur son travail. Et on a de la chance avec l'activité physique, c'est que ces effets se mesurent de manière très, très précise. Donc ça, c'est un plus pour piloter la performance des interventions. Excusez-moi, mais c'est important ce qu'il vient de dire là, très important. La notion de soignant, d'accord, une infirmière, elle fait des soins. Bon. Mais s'il n'y a pas une préconisation, ou au moins une prescription, ou au moins une préconisation, elle ne va pas prendre... sauf, bien entendu, les choses dont elle a l'habitude. Mais quand on change la thérapeutique, c'est quand même les médecins qui le font. Et pour moi, ce qui est important, dans la prescription d'activité physique et sportive, il doit y avoir l'avis du médecin. Parce que la pathologie, ce n'est pas quelque chose d'uniforme. Ça change. Il y a un génie propre des maladies. Il y a des périodes de maladies, il y a ce qu'on appelle maintenant des phénotypes fonctionnels. Donc tout ça, c'est très compliqué. Et je pense que ça ne peut pas être mis sur la responsabilité de quelqu'un qui ne connaît pas tout ça. Par contre, il faut que le médecin aussi s'instruise. S'il n'est pas instruit, il va vous envoyer quelque part et le gars, il va faire ce qu'il peut. C'est pour ça que c'est important d'instruire les médecins. On ne fera pas le sport santé sans les médecins. On ne fera pas le sport santé sans les éducateurs sportifs. On ne fera pas le sport santé sans tout ce que tu fais. Mais voilà, c'est un tout. Mais je crois qu'il ne faut pas mettre les uns contre les autres. Il faut simplement avoir une politique globale et harmonieuse dans cette affaire. Bien, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Madame, je vous en prie. Si vous pouvez mettre le micro et vous présenter. Oui. Je suis Madame Costantini, retraitée cadre d'État, et je suis au collectif Égal Sport pour l'égalité femmes-hommes dans le sport. Ma question concerne la prévention primaire et l'école. Il y a eu plusieurs mois les assises de la maternelle organisées par Jean-Michel Blanquer qui se sont déroulées sur 2 jours, un long week-end, et à aucun moment durant ces assises on a parlé de la motricité chez l'enfant. Et je trouve que c'est incroyable parce que, alors qu'aujourd'hui, tout le monde reconnaît que l'activité sportive, plus elle est pratiquée tôt, et meilleur c'est. Vous le disiez vous-même, quand on a fait du sport très jeune, on peut, même si on a arrêté, reprendre facilement. Je trouve que le sport, l'éducation physique, les APS, restent les parents pauvres de l'éducation, et notamment à l'école maternelle où les enseignants peut-être souffrent d'un déficit de formation, maîtrisent pas toujours cette matière qui n'est pas simple à enseigner. Et je pense qu'il faudrait vraiment faire un effort particulier là-dessus. La deuxième chose, c'est qu'à l'UCEP, autant à l'UNSS, c'est une création obligatoire d'une association sportive par école, par lycée et par collège, autant l'UCEP, je crois, n'est pas obligatoire. C'est au bon vouloir des écoles, parce que c'est totalement bénévole. Et je pense que là aussi, il faudrait réfléchir à une offre de sport scolaire à l'école primaire qui soit davantage aidée, de façon à ce que nos jeunes puissent s'adonner à tous ces sports. Qui veut répondre sur l'école maternelle ou l'école primaire? Madame la ministre. Non, je veux dire, je partage cette réflexion comme quoi, évidemment, l'activité physique et l'apprentissage, les apprentissages moteurs à l'école sont extrêmement importants, d'autant plus que l'on voit que
les enfants, c'est-à-dire qui ont le plus de problèmes de sédentarité dans les petites classes quand ils sont jeunes, sont aussi les quartiers les plus en difficulté, les plus fragiles, les familles où la nutrition ou l'activité physique sont les plus, les moins développées, ou en tous les cas pas avec la qualité qui serait souhaitable à cet âge-là. Alors, moi, je ne vais pas lancer le débat ici, mais qu'on vient de vivre toutes ces dernières années autour de 4 jours ou 4 jours et demi de classe, il est très clair que, en tout cas, les chronobiologistes nous disaient que 4 jours et demi, c'était mieux. Et surtout, ce qui est complètement évident, assuré pour les élus sur les territoires, c'est que cela a permis à un grand nombre d'enfants sur les temps périscolaires d'avoir ces temps de découverte de l'activité sportive ou de la découverte de l'art ou de l'activité du théâtre, de plein de choses, en tout cas d'une ouverture qui a été permise par ces rythmes différents. C'est-à-dire le choix était de revenir sur les 4 jours, et je pense que sur cet aspect-là aussi, c'est un élément qui va manquer à l'arrivée, et particulièrement sur des territoires avec des familles plus fragiles. Oui, au-delà si on prolonge, mais c'est dès le début, et vous avez raison, c'est important à cet âge-là, parce que c'est là qu'on peut inscrire l'activité physique tout au long de la vie, puisqu'elle est importante tout au long de la vie. Mais je peux vous dire que j'ai eu l'occasion de travailler sur un rapport sport-université qui était commandé par deux ministres, Roselyne Bachelot, ministre des Sports et de la Santé, en tout cas ministère des Sports et de la Santé, et puis Madame Valérie Pécresse à l'enseignement supérieur. Et j'ai échangé avec des présidents d'université, et on voit à quel point on est très différent des sociétés anglo-saxonnes, mais ça traduit le regard qu'on a sur le corps. On a l'impression que c'est de l'intendance, et puis voilà, ça doit suivre, mais c'est pas ça qui est important, quoi. C'est la base de tous nos projets. On s'en rend compte malheureusement quand on est malade, c'est que quand on est malade, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et je ne comprends pas comment on est coupé en deux dans ce pays. Alors c'est assez particulier, parce que pour voyager, pour échanger avec d'autres, pour voir la place qu'a le sport dans les systèmes, dans les scandinaves, dans les anglo-saxons, qu'ils soient de compétition ou pas, c'est même pas le sujet. Mais il est considéré dans les universités anglo-saxonnes comme une opportunité académique. C'est-à-dire qu'on considère que dans la formation, pour ce que les anglo-saxons appellent les soft skills, qui font parfois défaut à nos étudiants, il y a plein de choses à prendre dans le sport. Faire ensemble, quand on est engagé physiquement, c'est pas la même chose que faire ensemble quand on est assis sur un TP ou autour d'une table. S'engager physiquement, c'est pas la même chose que s'engager quand on est il y a beaucoup de choses qui se développent, c'est reconnu ailleurs, pas chez nous. Et j'ai eu certaines discussions avec des présidents d'université, et on voyait bien que quand je leur parlais sport, jamais ils ne voyaient cette dimension-là. Ils disaient, mais mince, déjà on a des étudiants, il faut les loger. Ça c'est quand même, ils ne pourraient pas juste venir étudier et se débrouiller. Il faut les loger, il faut les nourrir, ça mange ces trucs-là. Et puis en plus, il faut qu'ils bougent, quoi. Il faudrait qu'ils fassent du sport. Quand même. Et alors, en rigolant, quand je voyais qu'ils n'étaient pas très, très motivés par ça, je leur dis, mais si vous ne le faites pas par une motivation académique, de formation, faites-le au moins pour leur santé. C'est quand même important de savoir si un étudiant qui coûte 12 000 € par an en université va pouvoir exercer son métier 10 ans, 15 ans, un peu de manière cynique, mais pour les faire réagir. Je dis, mais faites-le au moins pour ça. Vous investissez dans des profs, et puis pour des gens qui vont pouvoir être porteurs de leur savoir, en bonne santé, 20 ans au lieu des 25 ou 30 ans que l'on pourrait imaginer. Et bon, alors je ne sais pas si ça a suscité des réflexions, mais parfois, on est obligé d'en arriver là, tellement on est dans une culture qui a éloigné le corps. Je ne parle même pas de sport, qui a vraiment complètement ignoré le corps, alors que, voilà, comme je dis, on a été fait par le mouvement. On s'est arrêté de bouger il y a 200 ans très brutalement, on en paye le prix aujourd'hui, et heureusement, on commence à comprendre, mais voilà, il faut se rappeler ça plus chez nous que nulle part ailleurs, sans doute. J'ai vu 2 mains se lever, monsieur ici et monsieur un peu plus loin. Donc on va prendre les 2 questions et nos intervenants répondront globalement. Monsieur, je vous en prie. Je pense qu'il faut considérer aussi que nous sommes en République toujours, malgré les événements qui se produisent en ce moment, et sur lesquels je ne reviendrai pas, mais quand même qui attirent l'attention. Il faut savoir que la santé est un défi national, finalement. Car la santé d'une population, c'est aussi la santé de la République et même de l'État. C'est en tout cas la substance qui soutient finalement notre système à la fois politique et juridique français.
me semble-t-il. Donc, effectivement, c'est un problème très important. Or, les ministères consacrés finalement aux sciences de l'homme ont toujours été des ministères de seconde zone dans notre République, pour la bonne raison que c'est la finance qui, en dernier ressort, a toujours eu le dernier mot. C'est un point tout à fait important sur la légitimité de notre propre système politique et juridique français. Alors, de ce point de vue, je voudrais quand même attirer l'attention sur quelques points, notamment le premier qui concerne effectivement l'éducation. L'éducation qui est une matière publique, comme chacun le sait, en France en particulier, avec des amodiations bien entendu dans quelques cas, mais qui essentiellement tient de l'activité de l'État. Je pense que la coordination dans l'éducation se fait très mal, parce que nous avons un système éducatif qui est déductif, alors que le système anglais qui a mis en place finalement, je vais dire, les éléments essentiels du sport actuel, moderne, est un phénomène inductif. C'est-à-dire qu'on met les gens en expérience. Or, dans notre système déductif, on n'a jamais relié avec précision l'enseignement des sciences de la vie et l'activité physique. C'est un problème qui est manifestement oublié et qui, je pense que comme pour d'autres matières, parce que nous avons notre système basé sur la déduction et non pas sur la mise en expérience et la méthode inductive anglaise. Bon, je ne vais pas vanter les mérites des Anglais, et ils ont aussi des défauts, donc passons à autre chose. Le deuxième point, c'est que le sport lui-même, c'est un concept qui se partage un petit peu comme l'habit d'Arlequin. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Pierre Parlebin, sociologue du sport. Le sport, c'est un habit d'Arlequin. Alors, de quel sport parle-t-on aujourd'hui? Sport santé, bien sûr, mais de quelle nature de sport? On pourrait peut-être parler d'éducation physique ou de culture physique. Autrefois, sous la Troisième République, on parlait de gymnastique et de sport. Alors la gymnastique était destinée, il y avait une destinée militaire, bien entendu, mais une destinée aussi, je vais dire, éducative, en vue de la santé. Et le sport était considéré comme un jeu destiné finalement à impulser, d'un point de vue sociétal, impulser finalement la coopération et le conflit simultanément, ce qui permettait de mieux vivre aussi peut-être dans un pays comme les pays anglo-saxons, mais aussi en République. C'est pour cette raison que nous l'avons adopté, au même titre que les autres. Mais c'est aussi un élément de santé sociale sur le territoire, parce que la coopération et le solidarisme qui existent dans le domaine sportif, c'est un fait positif qu'il faut prendre aussi en considération et qui est souvent oublié. Alors, d'autre part, le troisième point, ou le quatrième point plutôt, je dirais que le sport santé est un peu négligé en matière institutionnelle et même juridique, car il est laissé à l'appréciation de la concurrence et de la consommation, et en particulier dans l'espace européen. Parce que si on y prend garde, et si on incite les clubs sur les territoires à opérer dans le domaine du sport santé à titre préventif, nous allons rencontrer immédiatement les oppositions de la concurrence professionnelle. Et par conséquent, oui, on peut en douter, mais ça existe déjà. Ça existe déjà, en particulier dans le Nord. Il y a déjà des conflits juridiques sur ce problème-là. Mais en tout état de cause, je pense que si l'on a fait du sport de compétition, et en particulier de la compétition, une délégation qui vaut effectivement puissance de service public délégué, le sport santé ne participe pas effectivement à ce concert. Le sport santé est limité à la prestation de service. Et la prestation de service, elle est soumise au droit de la concurrence. Donc si l'État, et ça c'est le problème de l'État en République qui se pose, si l'État veut promouvoir une politique de santé par le sport, il doit reconsidérer effectivement son système de délégation de pouvoir pour permettre effectivement à l'échelon territorial en particulier et dans les clubs sportifs de pouvoir
pouvoir agir en concert avec les municipalités, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que les municipalités, que les communes ont toujours fait partie des éléments essentiels de la République. Donc, on peut pouvoir travailler sans crainte de recours éventuels, toujours possible, devant la Cour européenne de justice, qui déjà a mis son nez sur les activités, j'allais dire, économiques, y compris du sport de compétition. Voilà. Merci. Et Merci, le monsieur. dernier point qui rejoint finalement tout ce que j'ai dit, c'est le problème aujourd'hui des proximités territoriales. Notre pays subit actuellement une pression de ces proximités territoriales qui s'expriment. Et manifestement, vous avez évoqué tout à l'heure le problème des inégalités sociales en fonction des territoires. Et là, je pense qu'il y a un gros effort à faire de la part de l'État, comme de la part du mouvement sportif dans ce domaine. Je vous remercie. Merci, monsieur. Je prends l'autre question ou l'autre intervention qui avait été sollicitée, et ensuite Oui. les intervenants répondront. Monsieur, je vous en prie. Alors, si vous pouvez vous présenter également. Je me présente José Messer, cadre de direction chez AG2R La Mondiale. Et donc, je voulais rebondir sur les propos d'Alain Calmat et du rôle des mutuelles dans cette problématique qui est vraiment réelle. Donc, c'est vrai qu'en 2008, au premier rapport de l'INSERM, qui évoquait déjà tout l'intérêt de la pratique et de l'impact de l'activité physique sur la santé, on a initialisé un certain nombre de conférences, notamment dans le monde de l'entreprise. Et Stéphane, on a fait appel à Stéphane à plusieurs reprises à l'occasion de ces conférences pour sensibiliser le dirigeant d'entreprise du rôle qu'il a lui également, à côté de la mutuelle, de la sensibilisation pour la pratique de l'activité au sein même de l'entreprise. On passe plus de 50% de son temps de vie active dans l'entreprise. Donc c'est aussi un lieu privilégié pour lequel on peut sensibiliser à la pratique. Nous avons mis en pratique certaines expérimentations dans des entreprises de certaines tailles. D'ailleurs, la première réunion était du côté de Saint-Étienne, sur les terres de Régis Joannico. C'était avec la Chambre de commerce et notamment une expérimentation chez Isidis, filiale de Casino, plutôt filiale de transport logistique, enfin une plateforme logistique. Et donc, là où je suis convaincu qu'il n'y a pas que les médecins qui peuvent contribuer aussi à la prise en compte et à la sensibilisation de la santé et de l'activité physique, nous avons simplement mis un coach à disposition pour un éveil musculaire des personnes qui, dans l'entreprise, avaient de la manutention à réaliser. Eh bien, on a pu mesurer, après 1 an et demi, 18% d'AT en moins, donc de l'impact sur la performance de l'entreprise, du taux de cotisation et donc du coût de la mutuelle. Donc c'est vrai que les mutuelles, nous avons un rôle à jouer dans la prise en compte de cette amélioration de la santé par l'activité physique. Le monde de l'éducation, on en a parlé. Le monde du travail, c'est notre rôle. Le monde des retraités. En France, nous sommes le pays en Europe avec l'espérance de vie la plus longue. En revanche, on n'est qu'en 11e position de l'espérance de vie en bonne santé. Donc pourquoi nos collègues européens avancent plus vite que nous? Et donc la question, c'est les collectivités, les mutuelles et, je dirais, l'État est conscient, parce que les études scientifiques, on en a tous, je dirais, autour, effectivement, en cours, passé, qui démontrent le bienfait et le bénéfice pour tout le monde. Pourquoi on n'avance pas plus vite? Bien, sur ces deux interventions, qui veut réagir? Monsieur Degana. Je veux bien, sur la deuxième la question concernant pourquoi on n'avance pas plus vite. Et quand j'ai pas fini, je crois, mon propos au sujet du centre que j'ai découvert en Afrique du Sud. Donc le principal assureur, c'est Discovery. Donc on est en Afrique du Sud. Les assureurs privés sont assureurs au premier euro. Ça change tout.
ça change tout. Il y a de l'innovation. Et pourquoi ce que j'ai découvert dans ce centre, je trouvais des gens qui étaient sur des programmes obésité, cardio, où ils venaient, c'est comme une salle de sport, mais avec un environnement un peu particulier. Puis à côté, il y avait des gars plus costauds qui sprintaient entre des cellules photoélectriques pour signer leur contrat pro de rugby et faire des tests et des évaluations. Donc on était bien dans le sport santé, un peu comme je le voyais. Et Discovery, effectivement, là-bas, assureur au premier euro. Donc il y a de l'innovation parce qu'il y a des alternatives. Et l'assureur, à partir du moment où il est impacté, si on transférait 20% de la charge des affections de longue durée sur des acteurs, je pense que ça accélérerait beaucoup les choses. Parce que là, l'alternative de dire, bon, on comble, il y a un trou, on comble, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on met la clé sous la porte au bout d'un moment. Donc on cherche des alternatives plus performantes sur le plan économique. C'est-à-dire comment je peux faire aussi bien ou mieux avec moins. Et donc il y a de l'innovation. Et aux États-Unis, il y a de l'innovation. Au Québec, parce que, alors je ne suis pas en train de vanter les systèmes qui ont bien des défauts, mais sur ce plan-là, on peut dire que c'est favorable à l'innovation, puisqu'on va tester deux interventions avec leurs coûts et leurs effets pour pouvoir trouver des modèles, une économie viable quand on est un acteur privé. Donc je pense que c'est une partie de la réponse. Et la bonne nouvelle, c'est que creuser le trou un peu plus, ça commence à être compliqué, donc on réfléchit plus. Et c'est ça qui va faire accélérer, je pense, ou un transfert de charge d'une partie de la prise en charge des affections de longue durée. Oui, peut-être complément, mais sur la même ligne. D'abord, c'est effectivement des interrogations pour l'ensemble des complémentaires, qu'elles soient mutuelles ou qu'elles ne soient pas mutuelles. Donc, on a aujourd'hui ce qu'on voit, et ce qui est très particulier, c'est que finalement, on voit des interventions en fonction des projets, en fonction des territoires, un coup par une complémentaire privée, un coup par la vôtre, un coup par la mienne, un coup par la troisième, c'est-à-dire qu'on voit des schémas où tout le monde se dit oui, je me sens concerné dans mon rôle de complémentaire santé, je me sens concerné dans mon rôle de soutien, de programme de recherche sur ce secteur, dans mon rôle de programme de prévention, etc. Je suis un acteur de la société, je considère que dans ma mission est ça, mais on n'a pas le même schéma partout. À l'évidence, on a aujourd'hui un problème tout de même dans notre schéma tel qu'il est conçu, qui n'est pas le schéma de Discovery, qui est un schéma où effectivement les complémentaires ne sont pas au premier euro. Donc il faut trouver un système qui permette à ce qu'il y ait un financement public de base. Ce financement public de base, il faut quand même qu'il ait un cadre qui soit national, sinon on ne pourra pas, on continuera à avoir les expériences en fonction des projets qu'on arrive à soutenir, des relations, des intervenants, qui sont plus ou moins présents dans tel ou tel type de complémentaire, et on verra du coup se construire quelque chose qui existe et qui est un pas supplémentaire, mais qui ne pourra pas rentrer dans un cadre qui permettrait, je crois, ce qui est l'objectif quand même qu'on doit avoir, qu'il y ait cette accessibilité à l'ensemble, de cette nouvelle culture collective autour de la place de l'activité physique dans notre santé, qu'on soit d'ailleurs malade ou qu'on ne le soit pas. Et que ça soit, alors dans l'entreprise, on le voit de la même façon, on a de plus en plus d'entreprises qui développent des programmes sur les TMS, qui développent des programmes de santé, etc. On voit que dans le cadre des Jeux Olympiques, tous les partenaires des Jeux Olympiques vont s'engager dans leur propre entreprise à développer évidemment des programmes. Mais tout ça reste des initiatives qui sont des initiatives de plus en plus nouvelles, mais qui manquent de cadre national et du coup, sur lequel je pense qu'on va à un moment donné tous se dire mais c'est plus mon boulot sur le plan économique, ou c'est plus les mêmes interlocuteurs, donc je m'arrête, ou même y compris sur le plan politique. Vous pouvez avoir un territoire qui a envie de mettre des moyens sur une commune, qui a envie de mettre des moyens sur la santé, c'est pas dans sa compétence normalement obligatoire, et puis une autre équipe municipale, parce qu'elle a d'autres projets, va le mettre ailleurs, et ça c'est quand même un vrai problème. Donc, je crois qu'on a besoin d'avancer sur ce sujet. Moi, je voudrais simplement rappeler une chose, c'est qu'il y a un cadre institutionnel national qui s'appelle le PNNS, un Plan National Nutrition Santé. Bon, nutrition, c'est alimentation et exercice et activité physique, dont le sport d'ailleurs. Et quand je fais partie du PNNS, on est invité, le CNOSF, mais on ne parle que de l'alimentation. Or, la nutrition, c'est les deux.
Moi, j'ai appris quand j'étais au PCB, ça fait longtemps, que la vie, c'était la possibilité de s'alimenter, la possibilité d'avoir une locomotion, c'est-à-dire de faire de l'activité physique, et la possibilité de se reproduire. Les trois, c'est ça qui détermine la vie. La différence entre une bactérie et un virus, c'est ça. Hein, bon, et puis il n'y a pas de locomotion. Bon, mais le virus, lui, il mange et il fait de l'activité, il se reproduit. Donc, voilà ce qu'il faut, c'est que la nutrition soit véritablement prise dans ces deux composantes, c'est-à-dire les apports et les dépenses. Tant qu'on n'aura pas compris ça, et tout suivra dans tous les domaines. Mais on n'a pas cette culture-là, c'est tout. Bien, il nous reste 3 minutes. Alors, je signale qu'il y a une question d'une des salles autres que l'Assemblée générale qui est adressée aux intervenants sur la possibilité de mettre en place dans l'éducation santé-sport des cours de self-défense pour les jeunes filles et enfants et sur les méfaits de l'alcoolisme, si ça vous inspire des réponses. Et par ailleurs, on peut prendre 2 très courtes questions, mais vraiment très courtes, pour que nos intervenants aient la possibilité d'y répondre. Donc, une question, monsieur, et ensuite, monsieur, si vous voulez bien vous présenter et la formuler de façon concise. Bien, la dernière question, monsieur, je vous en prie. Oui, bonjour, Stéphane Lemasson, je suis journaliste pour Terre Agora. Alain Calmat a dit qu'il ne fallait pas opposer les acteurs de santé les uns aux autres. Or, quand je l'écoute, j'ai l'impression que vouloir cantonner la prescription d'une activité sportive au seul médecin, finalement, contribue à cette confrontation des acteurs les uns aux autres. Et ça me surprend d'autant plus à l'heure, finalement, où on parle de plus en plus d'éducation à la santé, à l'heure où les professionnels de santé, je pense en particulier aux pharmaciens, bénéficient de nouvelles missions, s'orienteraient même vers un Netcare à la Suisse avec une certaine responsabilité. Et je parle sous contrôle du président de l'Ordre des infirmiers à mes côtés, à l'heure aussi où les infirmiers sont censés prendre également en charge de nouvelles missions. Bref, je me demande finalement si votre vision n'est pas un peu dogmatique, pardonnez-moi cette question, et d'autre part, s'il ne faudrait pas tout simplement faire évoluer la notion de responsabilité, pour revenir sur une question juridique, des professionnels de santé sur ces points-là. Merci. Bien, oui. Ah oui, là, je suis directement. Alors, est-ce qu'un infirmier pour lequel j'ai la plus grande admiration aura, disons, la responsabilité, pas forcément un infirmier, mais parlons d'un cadre sportif, aura la responsabilité de faire de l'activité sportive à quelqu'un qui a un cancer de la prostate, qui est sous chimiothérapie, il ne saura pas quoi lui faire faire. Non, il ne saura pas. Il faudra qu'il y ait d'abord, au moins, une proposition, non pas il doit faire ceci, cela précisément, mais qu'il y ait un certain nombre de garde-fous pour empêcher justement les complications. Et quand on parle de la prévention tertiaire, c'est ça dont il s'agit. Donc, pour la prévention primaire, il n'y a aucun problème. Hein, il faut faire du sport dans des bonnes conditions. Les cadres sportifs le font très bien. Quand il s'agit d'une prévention secondaire, à la limite, ils peuvent aussi. Mais en ALD, je suis désolé, il faut quand même que ça soit sous la direction de la prescription médicale, mais pas forcément précise. Ce n'est pas un infirmier qui va dire « vous devez prendre 30 mg de prednisone ». C'est le médecin qui le dira et c'est l'infirmier qui le donnera. Hein, et ben c'est pareil pour la prévention tertiaire, pour le sport en prévention tertiaire. C'est à ça que je pensais. Hein. Il faut que le médecin apprenne ce que c'est que l'activité sportive, que la thérapeutique sportive non médicamenteuse. Il faut qu'il l'apprenne. Ce n'est pas de sa faute, il ne la connaît pas. Est-ce que vous voulez réagir ou répondre aux questions qui ont été posées sur les autres sujets ? Madame la ministre. Non, je crois que la Haute Autorité de Santé, ce qui est intéressant, je vous invite à lire le guide de la Haute Autorité de Santé de la fin de l'année 2018, qui tout de même, effectivement, démédicalise beaucoup la prescription d'activité physique dans le cadre des maladies chroniques. C'est-à-dire qu'elle, dans le sens où elle, à partir du moment où les patients sont asymptomatiques, elle dit que finalement le médecin n'a pas besoin de faire d'examen d'évaluation des capacités fonctionnelles, n'a pas besoin de faire d'épreuves d'effort, et que l'évaluation des capacités peut être réalisée par, quelqu'un qui a été formé pour ça, mais qui n'est pas forcément un soignant. Par contre, quand vous avez la prescription initiale, c'est-à-dire le patient en période thérapeutique que vous orientez vers une structure de
formation et une structure d'activité physique, effectivement, après, on est bien dans le suivi d'un parcours de soins. Le suivi de ce parcours de soins, il est comme toutes les thérapeutiques, évalué, suivi, et que ce soit des antibiotiques ou de l'activité physique adaptée, finalement, on est dans le même parcours de soins d'un patient. Mais la Haute Autorité de Santé a effectivement beaucoup démédicalisé dans son guide référentiel l'ensemble pour les 6 maladies qu'elle a référencées. Monsieur Diaganal, vous voulez intervenir, non ? Bien, mais écoutez, le temps est arrivé à son terme, donc je vais remercier très très chaleureusement les 3 intervenants pour les propos qu'ils ont tenus, et j'espère que... Et j'espère que cette séance aura bien montré que ces questions d'activité physique et sportive et de sport sont entrées dans le champ des sciences, de la politique et de l'économie, et que nous aurons bien l'occasion d'en reparler au cours des années qui viennent. Merci à tous et bon retour.